Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 163 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, 15e numéro de la syllabe. Bon, alors, j'espère que vous allez bien entendu. J'espère que ça se passe bien de votre côté en ce début de pré-saison, hein. Ça ressemble à la NBA, mais c'est pas totalement de la NBA non plus. mais comme on n'en a pas eu depuis 4-5 mois, on se fait avoir et on regarde. Évidemment, c'est tout le principe marketing de cette pré-saison. J'aime bien me moquer d'ailleurs des gens qui le prennent un peu au sérieux et qui finissent par analyser certains trucs, mais au final, je finis aussi par le faire moi-même. donc c'est un peu le jeu, évidemment. Mais bref, et donc avec la saison qui arrive à grands pas, il est temps de continuer et bientôt de finir notre top 100, donc top 100 de l'année, la syllabe, notre top 100 du Basket Lab, où on classe les joueurs selon leur performance de 2023, évidemment. Top 100 participatif, et donc, pour cette 15e QV, nous avons la chance de recevoir un nouvel invité sur le Basket Lab. Aujourd'hui, nous recevons Florian Tixier, que vous connaissez sans doute sur Twitter comme Flotix, probablement, qui est notamment chroniqueur pour l'analyste et aussi membre du podcast de l'analyste. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 15e numéro de notre top 100, la syllabe. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre série La Syllabe, notre top 100 de 2023, un top 100 participatif où on reçoit plein de monde de différents médias, et donc aujourd'hui, un nouvel invité. Aujourd'hui, on reçoit Florian. Comment ça va, Florian ? Eh ben, ça va super, et toi ? Ça va. Je suis content de te recevoir, plein de monde, plein de médias différents, et donc toi, notamment, Florian, de l'analyste et aussi du Café Crème Sport. Exactement. L'analyste depuis quelques temps, et de Café Crème Sport aussi pour toute la partie scout, et donc parler de basket de plein de manières différentes, et c'est la raison pour laquelle on est ici aussi, parler de plein de basket avec plein de personnes différentes, c'est toujours très cool. Ouais, tu parles, comme tu dis, un peu de médias NBA généralistes chez l'analyste, et tu te spécialises un peu aussi dans tout ce qui est scouting de très jeunes joueurs, etc., et notamment pas mal de production aussi sur Twitter, @flotix04, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Yes, exactement. De mon numéro de maillot, quand je joue, ouais, c'est plus basket sur la saison régulière en général, sur l'analyste, pas mal de scouts à côté du coup, et du coup, ouais, quand j'ai le temps, dans la majeure partie du temps, pas mal de threads. Quand tu ouvres la partie notes de mon téléphone, il y a vraiment 83 threads à faire, mais j'arrive à vraiment en faire un par mois, quoi. Le dernier, c'est d'ailleurs sur Tidjane Salone, qui est, je suis un énorme supporter de Tidjane Salone. Je l'avais vu au Trophée du Futur il y a quelques années à Limoges, et je suis un énorme supporter de ce jeune-là. Donc, si vous voulez découvrir le Français le plus haut drafté l'an prochain, c'est pas à Bourg que ça se passe, mais c'est du côté de Tidjane Salone. Top 10, tu dis carrément, potentiellement ? Moi, je l'ai 6e dans mon dernier big board, donc ouais, top 10. D'accord, ok. Et bah, décidément, il y a plein de bons jeunes Français en ce moment, c'est génération dorée, là. C'est dommage que nos grands ils fassent pas le boulot, mais ah oui, c'est vrai. c'est vrai. On enregistre quelques jours à peine après l'élimination. Mais ok, donc bienvenue sur le Basket Lab déjà, puisqu'en plus c'est ta première fois que tu y apparais. Et donc oui, la syllabe, notre top 100 de 2023. Actuellement, on a un top 70. Est-ce que tu as des remarques à faire sur le classement qu'on a actuellement ? Bah franchement, bravo, parce que déjà c'est top 70, c'est déjà énorme. Les différentes revendications, je pourrais dire. J'écoutais là, alors au moment où on tourne, j'avais fini ton passage avec donc Paul George et James Harden. Les deux étaient passés. Faut savoir que je suis un énorme fan de Indiana depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais. Et le fait de voir Paul George aussi bas est un crime contre l'humanité.
Je suis vraiment pas content. Non, j'écoutais surtout la différence que vous aviez fait entre James Harden, Trae Young et Paul George. Et c'est marrant parce que moi, naturellement, j'aurais vraiment largement mis Paul George devant pour des chiffres d'efficacité, des chiffres défensifs, des chiffres de plein de chiffres en fait. Mais qui est d'ailleurs backé. Mon avis est sans doute backé par les instances de la ligue parce que avec ce qui se passe actuellement avec le projet James Harden en départ de Philly, on voit très clairement que Paul George n'a même jamais été ne serait-ce que un doigt dans la balance pour récupérer James Harden du côté des Clippers. Donc mon avis a l'air d'être partagé du côté du front office des Clippers, mine de rien. Donc c'est vrai que mon premier coup de gueule irait vers la défense de c'est mon joueur préféré all time de toute façon, donc je suis peut-être pas objectif, mais c'est vrai que naturellement j'avais Paul George plus haut que vous. Bah, c'est vrai que là, on a un groupe de 4 joueurs qui, pour moi, sont totalement interchangeables, quasiment. James Harden 11, Trae Young 12, Donovan Mitchell 13 et Paul George 14. Franchement, si on me disait, bon, on met Paul George 11 et ensuite Mitchell et ensuite Trae Young et James Harden, ça me choquerait pas non plus. Mais c'est toute la difficulté d'un classement, c'est que on est obligé de faire des places un peu précises in fine, mais on est plutôt par zone et par tiers au final, quoi, en fait. Ouais, totalement. Non, mais c'est pour ça que ça se tient. Moi, par exemple, mon DH20, je pense que j'avais exactement le classement que tu viens de citer. Oui. Mais je pense que oui, on est, de toute façon, quand on est dans un mouchoir de poche, là, on parle des seniors. Donc, ouais. C'est tout de suite beaucoup plus difficile. Et la deuxième revendication que j'aurais pu avoir, c'est marrant parce que c'est vraiment arrivé sur le premier épisode, je crois. Et je pense qu'on va en parler après pendant ce podcast-là, mais j'ai tendance à évaluer plus haut les joueurs qui sont capables de prendre des décisions, et notamment sur du playmaking ou du shotmaking, mais qui sont capables de faire la différence par eux-mêmes, de mettre en second plan les chiffres d'efficacité quand les mecs sont capables de faire quelque chose. Et là, pour le coup, je parle de Jeremy Grant, par exemple, que je trouve que vous avez bien bas par rapport à certains role-players. Et je dis pas role-player dans un sens négatif, mais là, je prends exactement les cas de, par exemple, de Zubac et Grant Williams. J'aurais eu tendance à mettre Jeremy Grant au-dessus parce que même s'il fait des erreurs et même s'il a des chiffres d'efficacité qui sont moins hauts, il est en capacité de faire ces erreurs, une capacité que je n'estime pas chez certains role-players. Que ce soit offensivement ou défensivement même. J'apporte énormément de valeur à ce que je peux appeler créateur de chaos, offensif comme défensif d'ailleurs. Les mecs qui sont capables de sortir d'un système et qui sont capables d'être surperformants offensivement ou défensivement, surproductifs mine de rien, même si on perd un peu d'efficacité, c'est un rôle que j'estime supérieur à un rôle de role player parce que on les a cantonnés à ce rôle de role player parce qu'ils sont pas capables de faire autre chose finalement. Donc Jeremy Grant, je l'aurais mis plus haut. C'est vrai que dans les premiers podcasts, quand vous le compariez à, c'était Kyle Anderson, je crois, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que du coup, Jeremy Grant est capable de faire des choses que Kyle Anderson n'est pas capable de faire. Donc même si Kyle Anderson a des chiffres d'efficacité plus hauts, j'estime la capacité de Jeremy Grant à provoquer du chaos plus haute. C'est vrai qu'au tout premier numéro, en plus, moi j'avais Jeremy Grant au-dessus de Kyle Anderson. On a fini par les échanger, mais c'est vrai que là, du coup, ils ont quasiment 20 places d'écart aujourd'hui. Donc ça fait peut-être beaucoup. Et effectivement, je note parce que tout le monde fait la remarque qu'il faudrait peut-être le remonter. Donc je pense qu'on le fera effectivement quand on fera notre épisode de reclassement et de bidouillage du classement. Ouais, c'est un peu la difficulté. Moi, je trouve ça... aller voir du côté des stats avancées, j'en suis un grand supporter et je sais que tous les fans de basket ne sont pas des gros supporters de stats avancées, mais le côté bénéfique des stats avancées, c'est qu'on peut voir des choses que ce que j'appelle l'eye test ne voit pas. On met des chiffres, on met de la data précise sur la performance des mecs. Le côté négatif des stats avancées, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Kyle Anderson a des chiffres d'efficacité. C'est vraiment, je reste sur cet exemple parce que c'est l'exemple que j'ai écouté il y a quelques jours. Bah après, c'est pas que ça, parce que non, mais Jeremy Grant est plus efficace que Kyle Anderson. Moi, c'est plutôt un côté rôle, justement, où tu vois, Kyle Anderson, c'est de la création vraiment pure et dure, parce qu'en plus, il est moins bon sans ballon, mais donc on est plus sur de la création dans la main avec Kyle Anderson, et Jeremy Grant, c'était plus un peu plus de la finition, 70% de panier assisté, etc.
qu'on n'a pas totalement un Jeremy Grant hyper créatif. C'est aussi dans ce sens-là qu'on avait argumenté, quoi. Donc, Bah, tu vois, là, je prends un autre exemple, mais là, je voyais, par exemple, si tu compares à Ford ou Aaron Gordon à Karl Anthony Towns, j'estime Karl Anthony Towns supérieur parce que tout simplement, il fait des choses que eux ne sont pas capables de faire. Il est créateur de chaos que eux ne sont pas capables de faire. c'est vrai. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et en fait, quand tu regardes les stats avancées, il faut aussi être capable de les mettre en perspective par rapport au rôle qu'on donne à un joueur. Et si le rôle qu'on donne à un joueur, c'est première ou deuxième option, ça veut dire qu'il va avoir une pression défensive tout autre sur lui. Ça veut dire qu'il va avoir des demandes personnelles beaucoup plus élevées et donc des chiffres d'efficacité et donc des chiffres de stats avancées qui sont moins intéressantes. Il faut juste être capable de mettre un peu en perspective et regarder de ce côté-là. Mais c'est toujours intéressant de regarder les deux de toute façon. Mais c'est exactement pour ça qu'on fait la syllabe et qu'on en discute des joueurs et justement et qu'on ne fait pas un classement sur Excel en deux clics, quoi. Ouais, effectivement, c'est tout un problème de contextualisation comme tu dis, effectivement. Et au niveau best of the rest, des joueurs qu'a priori je n'avais pas dans la playlist de base, je crois que tu as quelques noms aussi dont tu voudrais que peut-être au final qu'on inclue au final dans la liste. Ouais, carrément. Bah, tu vois, par rapport à tout ce que j'ai écouté comme de tes podcasts, là, il y a certains noms qui sont déjà sortis. Moi, je m'étais noté 5-6 noms il y en a quelques-uns qui étaient déjà sortis. Paolo Banchero, que moi, j'ai dans mon top 100. Ouais. Du coup, je l'avais aux alentours de la 80e, 85e place. Malik Monk, que moi, j'avais en fin de top 100. Donc, c'est vrai que s'il en sort, j'en suis pas le plus choqué, finalement. Il y a D'Angelo Russell, que j'avais en début 70, tu vois. Qui est dans le classement, D'Angelo Russell. On l'a inclus dans le classement. Ouais. Ok, top. Ouais, on l'avait repêché, ouais. Ouais, ça c'est pas mal parce que finalement, bah, c'est exactement l'exemple que je viens de citer. En plus, pour le coup, il a des vrais bons chiffres d'efficacité sur cette année, mais là, on parle d'un créateur de chaos par son shoot notamment et par sa capacité à créer de l'attaque, qui est quand même assez supérieur à bon nombre de joueurs qui pourraient appartenir à un top 100. Il y a le revenant dans tous tes podcasts, j'ai l'impression, Franz Wagner, que moi-même j'ai hyper haut. Donc du coup, ouais, tu me disais justement en retête que vous alliez le mettre parce que là, c'est vraiment, ça a fait polémique, quoi, j'ai l'impression. Mais pour les joueurs que j'ai pas encore entendu parler dans tes podcasts, Devin Vassell, que moi j'ai début 90, c'est mon joueur des Spurs le plus haut. Il est devant Keldon Johnson notamment parce que je crois énormément en sa défense, même s'il est un peu feignant parfois. Et si on arrive à en faire un role player, pour moi, c'est un role player élite dans cette ligue. Mais élite. Et j'ai Cam Johnson. Okay. Qui, par son bras, me fait rentrer jusqu'au range 70-80 pour le coup. Okay. Donc Cam Johnson par son bras et par son attaque des close-out qu'il a appris à faire notamment à Brooklyn, que j'ai beaucoup apprécié. Sa capacité à attaquer le cercle derrière sa menace de tir, parce qu'il a une menace de tir absolument terrifiante, que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, j'avais ces deux noms que j'avais surtout, et j'en ai un petit dernier, c'est Gary Harris. Je pense pas qu'on puisse le faire rentrer dans un top 100, mais je pense que sous prétexte qu'il joue à Orlando, qu'il a été blessé et que personne ne le regarde jouer, on oublie le role player élite que peut être Gary Harris. C'est-à-dire que si Gary Harris jouait aux Lakers un poste de titulaire, en fait, le mec, il serait dans le top 100 de beaucoup de monde, je pense. Oui. Parce que si tu prends Gary Harris de son avant-dernière année à Denver, en TP le 8e, je sais plus, c'est un joueur à 18 points de moyenne en étant peut-être un top 3 défenseur à son poste de la ligue. Oui, après c'était quand ça, c'est 2020, non? C'était il y a 4 ans, je crois. Ouais, ça commence à faire, là on est sur le 2023, mais non, mais je suis d'accord avec le fait qu'en effet, on a un Gary Harris qui est intéressant. Moi je l'avais effectivement considéré. Et pour Devin Vassell, je note aussi, sachant que l'autre intervenant qui nous l'a évoqué, c'était Ben de l'analyste. Donc, okay. Vous êtes fan de Devin Vassell chez l'analyste, je note. Mais ok, donc tu appuies pas mal de candidatures qui ont déjà été mises sur le devant de la scène. Cam Johnson aussi, hein, d'ailleurs. Ok. Bah, Gary Harris, j'ai été un peu original, j'espère. Oui, mais effectivement, Gary Harris, c'est pas non plus totalement fou, vu qu'on donne pas mal de valeur à ce genre de 3&D relativement efficace et défenseur, ouais. Et donc, j'ai toujours pas annoncé la QV du jour. La QV du jour, pour toi, on a du Luka Doncic, on a du Anthony Edwards, on a du Bojan Bogdanovic,
on a du Chris Paul et on a du Caleb Martin aussi. Question traditionnelle, comment les 5 du jour, tu t'en es dépatouillé pour les classer les uns par rapport aux autres? Alors, au risque de surprendre l'immense majorité de tes auditeurs, j'ai un top 1 qui s'est dessiné assez naturellement. Alors ouais, je sais que c'est choquant, mais j'ai vraiment Luka Doncic en 1. Ouais. En deuxième, j'ai Anthony Edwards. En troisième, j'ai le Croate Bojan Bogdanovic. Quatrième, Chris Paul. Et cinquième, Caleb Martin. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc Chris Paul carrément 4e alors, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Eh bien moi je me pose la question de à quel point Chris Paul peut embêter Anthony Edwards en numéro 2. Mais sinon, du reste, je suis assez d'accord. Et du coup, j'aurais Doncic, Edwards et Chris Paul. Potentiellement Bogdanovic en 4 et Caleb Martin en 5. Mais je sens qu'on va en discuter et peut-être que au final, sur le classement, ça pourrait bouger. On est d'accord. Alors, pour un peu spoiler, j'ai fait un podcast du coup sur le NBA Dunkcast Show et on m'avait susurré que tu n'étais pas fan de Anthony Edwards. J'adore Anthony Edwards. Effectivement. Bah, si tu l'as dans le même range que Chris Paul, moi dans mon top 100, il y a peut-être 60 places d'écart entre mon numéro 2 et mon numéro 3. Eh bien, allons-y alors. Allons-y, on va voir tout ça. On va voir tout ça. Bah tiens, si tu veux, on peut attaquer justement par Anthony Edwards. Et on verra bien où est-ce qu'il atterrit. Donc si je te fais le topo vite fait, 36 minutes de jeu par match pour Anthony Edwards, 79 matchs, 97 de true shooting plus, donc moins 3% d'efficacité par rapport à la moyenne, sur 30% d'usage. Bah, je te lance très simplement, que penser d'Anthony Edwards sur sa saison, en particulier 2023? Eh ben, moi, je la trouve ultra intéressante, la saison 2023 de Anthony Edwards. On est vraiment dans le cas typique de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je trouve ça assez dur de juger Anthony Edwards seulement par ses chiffres d'efficacité parce qu'on lui demande énormément offensivement. C'est en plus un jeune joueur qui n'est pas poli encore sur la scène offensive. Et je trouve que pour les responsabilités offensives qu'on lui a demandé, les chiffres offensifs qu'il a su produire, quasiment 25 points de moyenne. En play-off, on est quasiment à 32 points de moyenne. De le faire avec une efficacité qui est dans la moyenne, je trouve ça vraiment ultra, pour le coup, positif. Avec un changement de meneur de jeu en cours de saison, une équipe qui a énormément changé, un rôle personnel qui a pu changer entre un début de saison où je pense que les dirigeants des Bulls avaient plus d'attentes en tant que leader offensif chez Karl Anthony Towns. On a vu un shift pendant l'année parce qu'Anthony Edwards a vraiment pris les rênes de l'équipe. En prenant ça en compte, je pense que c'est assez dur de juger Anthony Edwards seulement sur son true shooting plus. Tu prépares le terrain à ce que je vois. Non, mais pour le coup, son côté positif, c'est son scoring. On le sait. Aujourd'hui, il est à peu près à 5000 points alors qu'il vient d'avoir 22 ans. Il a eu 22 ans il y a quelques jours à l'heure où on enregistre. C'est des chiffres, il est en avance sur des joueurs comme Kobe, etc. Donc, on parle d'un scoreur élite. Pour rester dans les chiffres un peu stats avancés, au niveau des points par possession, il a plus 3,4, il est dans le 80e centile. Donc, il est quand même très haut pour un joueur, comme je le répète, qui n'a pas eu une saison au niveau d'un calme plat. Un joueur extrêmement jeune encore. Je trouve ça hyper positif. Son efficacité, comme je disais, elle est OK en fait. Il a un free throw rate plus de 103, donc il est au-dessus de la moyenne par rapport à sa création de lancer franc. Je trouve que c'est hyper positif. Il a 35% de ses paniers qui sont pas assistés, donc on a vraiment un manque de playmaking autour de lui. J'ai pas fait le différentiel par rapport à l'arrivée de Conley ou alors quand il joue avec Kyle Anderson par exemple. Peut-être que ce chiffre baisse un peu, mais en fait on parle d'un joueur qui a tous les tirs. Il a une responsabilité offensive énorme. Il arrive à être un top scorer de la ligue à seulement 22 ans en ayant des chiffres d'efficacité qui sont OK. Donc, tu vois, moi, ça me le fait considérer plutôt haut, finalement. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Là, j'ai parlé que du scoring, mais ouais, je sais pas ce que t'en penses. Bah, effectivement, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu un décalage entre son niveau réel et sans doute son aura médiatique qui est déjà très grande.
Mais après, il n'est pas question de dire que c'est pas impressionnant son niveau pour son âge. C'est même très impressionnant. C'est juste que je me demande à quel point il n'y a pas un biais de jeunisme ou à se projeter sur son potentiel plus que sur le niveau actuel. Parce qu'effectivement, déjà à 22 ans, 21, 22 ans, être à ce niveau-là, c'est très impressionnant. Mais la question, c'est est-ce qu'il y en a aussi d'autres qui font sur des mêmes conditions, des mêmes tirs et sur le même volume qui font mieux, quoi. Et là-dessus, je pense que la réponse est oui. C'est pour ça que si on essaie un peu de mettre de côté le potentiel, certes, ça a de la valeur, comme tu dis, d'être un créateur au niveau moyen de NBA d'efficacité, mais c'est simplement que parfois je vois certains s'enflamment qui le mettent très très haut, alors que, non, il y a aussi d'autres joueurs NBA qui sont pour le coup très efficaces sur des volumes de tir aussi gros ou aussi compliqués. Mais c'est un peu là-dessus où, tu vois, si on fait un peu des petits filtrages, effectivement 97 de true shooting plus, donc moins 3% par rapport à la moyenne, donc globalement on va dire au niveau de la moyenne. Donc ça c'est relatif à la moyenne, mais le chiffre brut c'est 1,14 points par tir en moyenne. Sur des joueurs cette année à 30% d'usage, il y avait 23 joueurs NBA à 30% d'usage minimum, donc des volumes de stars, et à l'efficacité il se classait 20e sur 23. Donc plutôt vers le bas, on va dire. Et en plus, si on rajoute un côté passing, dans cette liste des joueurs à plus de 30% d'usage, on est à 0,64 de ratio de playmaking, donc le chiffre on s'en fiche, mais c'est juste pour dire à quel point est-ce qu'il fait des passes par rapport à son nombre de ballons qu'il a entre les mains. Et c'est 22e sur 23 au niveau du ratio de playmaking, la tendance à faire des passes. Donc voilà, je pense que l'attaquant est très prometteur, mais je suis pas encore au point de dire il est de calibre All-Star ou ce genre de choses en fait. Après, moi, je trouve que notamment le dernier chiffre que tu as donné, je le trouve assez dur parce que j'ai pas la liste sous les yeux, mais sur les 23 profils qui ont plus de 30% d'usage, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Oui. Il y a combien de meneurs de jeu ou porteurs de balles primaires finalement? C'est un peu ça la question parce que Anthony Edwards joue avec un meneur de jeu en permanence sur le terrain et Anthony Edwards joue avec d'ailleurs un deuxième créateur offensif en Kyle Anderson. Et joue surtout avec une menace offensive numéro 1 qui est Karl Anthony Towns, enfin sur les quelques matchs dans lesquels ils ont joué ensemble. Donc je trouve ça assez difficile de lui reprocher son manque de création quand finalement c'est pas le rôle que son coach a bien voulu lui donner. C'est pas tant lui reprocher de dire que au final c'est quand même pour l'instant juste un profil scoreur et assez peu passeur en fait. Oui, c'est bien juste sûr. Ça, c'est pas tant pour le reprocher de pas faire des passes, mais de dire il est ça de facto quoi. Après tu vois il fait quand même 4,4 passes par match. Je trouve que pour un profil, pour seulement seulement, c'est beaucoup, mais pour 3,3 paires de balles, pour ce profil de scoreur ultime, comme son coach veut lui donner ce rôle-là, finalement, parce que c'est le rôle qui lui est donné et c'est tout à fait normal avec un meneur de jeu et Kyle Anderson à côté et Karl Anthony Towns. Mais, je trouve que ce chiffre est à relativiser, mine de rien, parce que, en fait, moi, je trouve qu'il a ce profil de monstre de drive indéfendable. Et il a ce profil héliocentrique naturel qui lui est donné parce que personne n'est capable, aucun défenseur quasiment en NBA n'est capable de rester en face de lui. Et je vois des choses en kick-out qui me font penser que c'est un créateur supérieur au rôle qu'aujourd'hui il a. Oui. Créateur par kick-out et par décalage, et évidemment. Mais justement, je trouve que c'est un créateur de chaos offensif. Toi, c'est la différence que tu fais entre, je sais plus, destructeur de défense et comment t'appelles ça? C'est les casseurs et terrasseurs, ouais, effectivement. Ouais, je trouve qu'il est dans le bon côté de la chose. Il pète une défense quoi, par son profil athlétique évidemment, mais il est capable de péter une défense. Et étant donné que c'est un monstre de drive, parce qu'il a 67% de réussite quand il est au drive. Je trouve ça monstrueux. C'est un chiffre qui est monstrueux. C'est un chiffre de... 67%, t'es sûr? Ouais, moi j'avais noté ça. Peut-être que je me trompe. Sur drive ou au panier? C'est pas pareil. Ouais, au cercle. Ah oui, d'accord. Donc pas sur drive. Tous les tirs au panier, ouais. Ouais, évidemment. Mais la majorité de ces paniers-là sont pas sur des rebonds offensifs, en fait. Ça va être sur... Alors, les chiffres sur drive, on est 1,18 points par tir. Et sur les gros drivers, il est 22e sur 48. Donc c'est vrai qu'il y a une progression par rapport à l'an dernier, effectivement. Mais 22 sur 48 parmi les gros drivers en efficacité. Donc la productivité, c'est lay-up et lancer franc, hein, sur tous les tirs sur drive. Et 22e sur 48, on va dire, c'est la moyenne haute, quoi, un peu au-dessus, mais moyenne quand même, quoi. Et en fait, tu vois, pour finir un peu, et après on ira sur les côtés négatifs, moi, ce que j'aime
beaucoup chez lui, mais et ça va, je pense que ça va faire la transition assez naturellement vers les côtés négatifs, parce qu'on peut le mettre dans les deux côtés, c'est sa défense. Il a des chiffres de stock, donc steal plus bloc intéressants, 1,6 plus 0,7, donc ça lui fait 2,4. C'est intéressant pour un arrière, c'est ok même. Ce que j'aime, notamment ce que j'ai vu en playoff, c'est que quand il en a l'envie, c'est un défenseur élite plus en fait. Je pense que ce mec-là, quand il veut défendre, c'est un top 10 défense NBA. Mais le problème, c'est qu'il en a pas tout le temps l'envie. Et je pense que s'il est capable d'être dans un rôle défini, que son coach veut bien le coacher, notamment du côté défensif, c'est un joueur qui peut péter un plafond assez fou. Et tu vois, quand on regardait son... Est-ce que pour toi, il est plus fort que Michael Jordan ou pas? Non, mais j'ai ma colonne moins est remplie aussi, hein, tu vois. Non, mais pour de vrai, question au premier degré, il est plus fort que Michael Jordan. J'ai failli répondre, attention. Mais non, je trouve que c'est un joueur intéressant sur plein de côtés. Et c'est pour ça que j'arrive pas à le monter très haut, mais je peux pas le descendre très bas non plus. Oui. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Bon, je plaisante évidemment. Mais c'est vrai que, bon, t'as dit plein de choses. Il y a un aspect, effectivement, où je pense qu'il faut lui donner un plus de crédit que simplement les chiffres. C'est effectivement le côté drive et un certain impact sur drive. Je dirais tout de même pas jusqu'à dire héliocentrique ou ce genre de choses, parce qu'il n'a pas non plus le passing de top niveau comparé aux autres stars NBA, par exemple, pour totalement en tirer profit. Mais en effet, son drive fait pas mal d'impact et peut créer des décalages, même si c'est pas lui qui, au final, fait la passe. Donc ça, c'est à noter tout de même, en effet. Après, c'est vrai que moi, ce qui me dérange, c'est qu'on est sur un profil qui, justement, n'est pas héliocentrique, n'est pas trop créateur pour autrui, n'est pas trop... Bon, il fait des passes, comme tu dis, 4 par match, mais justement, l'intérêt de assist, du ratio de assist par usage, c'est qu'on le réduit... On enlève l'équation du nombre de ballons, en fait, on réduit par rapport à son usage. Et donc, c'est là-dessus où il était 22e sur 23. Il n'y a que Jaylen Brown qui fait pire par rapport au nombre de ballons qu'il a en termes de passing. Donc, mais après, à la limite, c'est pas très grave. Bon, c'est un scoreur, ok. Mais le problème, c'est que, pour moi, c'est que c'est un scoreur qui, pour l'instant, n'est pas encore hyper efficace. On l'a dit, 97 de true shooting plus. Il shoot à 37% à 3 points. Ça, c'est bien, pour le coup. Il shoot à 35% au niveau des longs tirs de points. C'est quand même un peu moins bien. Le drive, par contre, dans la moyenne, est en progrès. En effet. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, je suis pas trop d'accord avec toi où tu dis il est inarrêtable sur drive. Je reste encore un peu sur ma faim pour l'instant. Je pense qu'il peut le devenir, et je pense que ses flashs des meilleures actions sur drive sont en effet extrêmement impressionnantes. Mais je trouve que parfois on a un peu ce côté où il va pas totalement au panier, où il s'arrête un peu avant, où il a l'explosivité et la puissance, mais il l'utilise pas tout le temps à fond. Il y a peut-être aussi un toucher de balle qui est seulement bon plutôt que élite, je trouve, autour du panier. Et moi, je reste un peu sur ma faim au niveau des lancers francs, parce que tu dis effectivement 103 de free throw rate plus, donc de taux de lancers francs ajusté par rapport à la moyenne. Donc 103, ça veut dire plus 3%. Voilà, t'as des monstres qui vont jusqu'à plus 50%, plus 60, plus 80, plus 100%, pour citer Shai Gilgeous-Alexander. Donc c'est pour ça que là-dessus, ça me dérange pas que ce soit pas un passeur, que ce soit plutôt un poste 2 traditionnel, on va dire. Mais comparé à d'autres, je pense qu'il y a encore de la valeur à gratter niveau efficacité, et que c'est pas grave parce qu'il a encore que 22 ans, mais pour moi, on n'y est pas encore totalement à ce niveau All-Star, je pense. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Bah, moi, je suis d'accord avec toi que les deux plus gros problèmes de son attaque, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec toi que le grand public le surestime beaucoup. C'est-à-dire que il n'est un créateur que par kick-out et décalage. Aujourd'hui, son passing n'est pas assez développé, et ce qui me dérange le plus, c'est que... Mais ce qui a de la valeur quand même, hein. Ce qui a de la valeur. Oui, évidemment. Mais là, on est en train de parler d'un potentiel top 10 player de la ligue. Donc, moi, faut être dur avec ces joueurs-là également. Et étant donné que c'est un créateur que par kick-out et décalage, ça me dérange dans le sens où il est amené à être un alpha de chez alpha sur un terrain, c'est-à-dire d'avoir un taux d'usage monstrueux et d'avoir la balle tout le temps et de faire des merveilles finalement. Sauf que ces chiffres sont sur pick and roll, et même ce que je vois sur pick and roll, je suis pas convaincu. C'est que c'est pas un créateur de pick and roll assez dingue. Surtout que il a quand même 2 partenaires de pick and roll et pick and pop. Il a peut-être les 2 meilleurs partenaires de pick de la ligue, donc il faudrait qu'il progresse sérieusement là-dessus, parce qu'il a un partenaire de pick and roll avec Gobert qui est assez fou, et un pick and roll de pick and pop avec Karl Anthony Towns qui est hyper intéressant. Donc j'aimerais qu'il progresse là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et comme tu l'as dit, quand on parle d'un joueur avec de telles qualités athlétiques et d'un joueur capable de créer un tel chaos sur son départ en dribble et sur ses drives, être seulement 3% au-dessus de la moyenne sur ses créations de lancers francs, et en plus être à 75% en lancers francs,
Ouais. bah il déconne. Il déconne. C'est-à-dire que quand sa principale force, c'est de créer des décalages par son drive et de péter au cercle, et qu'en fait, il provoque pas tellement plus de lancers francs que la moyenne, et qu'il met pas ses lancers, bah là, ça m'embête. Là, ça Ouais. m'embête sérieusement, par contre. Mais après, je suis d'accord avec toi que défensivement, et c'est ça aussi qui peut être génial avec son profil, c'est qu'en attaque, il peut être extrêmement fort, et en plus, défensivement, très très fort aussi. Et je suis d'accord avec ton côté où on va dire qu'il y a des irrégularités, où il n'est pas tout le temps bon, mais quand il est bon, il y a des flashs très très impressionnants. Et même, je trouve que ce qui peut être extrêmement intéressant, c'est que plus que seulement la polyvalence sur le ballon, où il peut vraiment il a un spectre assez large hein, de switch sur des petits, sur des gros, parce il est assez costaud avec des très grands bras. Mais je pense qu'aussi à terme, il pourrait devenir être un excellent protecteur de panier, même depuis sa position de poste 2 en fait. Alors, on va pas le comparer à Gobert ou des intérieurs évidemment, mais pour sa position, il peut être un protecteur de panier ou quelqu'un qui est très efficace sur des aides aussi et qui a un gros impact sans ballon. Hein. Tu as parlé aussi de son steal percentage qui est à quasiment 2%, ce qui est très très bien. Donc voilà, je pense qu'à terme, on peut avoir vraiment un monstre, mais je suis aussi d'accord sur ce côté, c'est quand il veut. Et malheureusement, si on juge le de facto, il veut pas tout le temps, on va dire, défensivement, mais même si globalement, je pense que, je sais pas ce que t'en penses, mais on est quand même globalement sur une moyenne largement positive, je pense, défensivement. Bah ouais, de plus en plus finalement, parce que comme tu l'as dit, je pense que son profil ambivalent entre créateur de chaos défensif plus seconde lame au second rideau est ultra intéressant, mais c'est du théorique parce que de toute façon on le sait chez les défenseurs qui n'ont envie qu'une fois sur deux, ils ont souvent envie quand le mec a la balle et quand la balle elle est de l'autre côté du terrain, ça se tourne les pouces. C'est souvent comme ça que ça se passe et c'est exactement comme ça que ça se passe aujourd'hui avec Ouais. Anthony Edwards. C'est-à-dire que s'il a une opportunité de contre, il va défendre collectivement. Sinon, il se prend des backdoors. Sinon, il est en retard sur toutes les rotations. C'est assez catastrophique parce que on le voit dans les chiffres. C'est-à-dire que ces chiffres défensifs généraux sont pas hyper intéressants. Par contre, quand tu prends l'efficacité au tir de ses adversaires, son année rookie, ses adversaires tiraient à plus 3%, ce qui est énorme. Il était dans le 8e centile de la ligue à son poste. C'est catastrophique. Ouais. Son année sophomore, ses adversaires tiraient à plus de 1%. Donc, il commence à se rapprocher, mais c'est un joueur moyen, quoi. Cette année, il était à moins 1,4. C'est-à-dire que pour la première année, ses adversaires tiraient moins bien quand il était face à lui, et même tiraient bien moins bien. Donc, il devient de plus en plus positif de ce côté-là du terrain. S'il est capable maintenant de rester impliqué, même quand son défenseur n'a pas la balle, et de devenir, comme tu l'as dit, ce défenseur un peu de petit roamer finalement, de petite seconde lame, petite puce, hein, parce qu'il saute bien haut, ça peut être ultra intéressant. C'est le prochain step en fait, que ce soit offensif ou défensif, c'est le prochain step qu'il soit capable de ralentir le jeu, de comprendre où est-ce qu'il peut être efficace et quand est-ce qu'il peut être efficace, autant offensif que défensif. Oui, effectivement. Et si on regarde au niveau des stats un peu all-in-one, effectivement, d'année en année, ça progresse au niveau des stats défensives. Bon, à prendre avec des pincettes, mais ça recoupe un peu avec notre impression visuelle. Et puis surtout, même si tu vois, il y a des fois où il va pas être un méga positif, je pense que la force qu'il a par rapport à d'autres créateurs balle en main, dont on ne va pas citer les noms, mais c'est il n'y a jamais un compromis défensif avec lui. Alors que peut-être qu'avec d'autres créateurs, d'autres porteurs de balles, ils peuvent être un peu plus ciblés en défense. Lui, c'est jamais trop le cas. Donc c'est aussi une des forces de son profil, c'est que même quand il n'est pas hyper impliqué, il n'est pas tout le temps ultra positif, mais il est jamais négatif, je trouve. Donc ça peut être assez intéressant. Et donc, niveau classement, allons-y, on se jette à l'eau. Vers où est-ce que tu l'imaginerais ? Je l'imaginerais assez naturellement en fait. Tout à l'heure on parlait de Paul George notamment. Je pense que il ne fait pas encore partie du range des 4 Harden, Young, Mitchell, George. Ouais. Mais je pense que je l'estime au-dessus de Gobert. Donc assez naturellement, je pense que j'aurais pas autant de facilité sur les joueurs suivants, mais personnellement, je le mettrais assez naturellement entre Paul George et Rudy. Ok. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'étais plutôt dans la zone en dessous, tous les créateurs, justement, Jamal Murray, Bradley Beal, Jalen Brown, etc. Quoi. Je pensais plutôt à cette zone-là, où on a un peu pareil des profils de scoreurs à gros volume, pas ultra efficaces, plus ou moins selon les uns ou les autres, plus ou moins passeurs selon les uns ou les autres. Naturellement, je me dirigeais un peu vers là.
Ouais, on a 3-4 places d'écart, en fait. C'est à peu C'est près ça, ça. ouais. Bon, ce qui est pas grand-chose, au final. Ouais, c'est pas grand-chose. Non, mais finalement, en fait, tu vois, je me dis, aujourd'hui, en 2023, tu considères Fox, Garland ou Ingram devant Edwards, c'est pas quelque chose qui me choque, et je me demande même moi-même si j'ai pas cette tendance au jeunisme, comme tu dis, qui me le surévalue. Moi, en plus, qui fait beaucoup de scouting, c'est un peu j'ai naturellement tendance à me projeter. Donc, le descendre de 2 places derrière Gobert, Haliburton, Fox, ça me choque pas non plus, finalement. Ce qu'il mettrait autour de Brandon Ingram, Jamal Murray, quoi. Un peu ce groupe de jeunes, ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, le mettre devant Holiday, Brown, Bill, j'aurais plus de mal. Derrière, tu veux dire, non? Derrière, pardon, ouais, exactement, Ouais. pardon. Ok. J'aurais plus de mal. Parce que ça le mettrait au niveau des Lavine de Rosanne, et là, c'est pas possible. Pour toi, il y a un écart avec les Lavine de Rosanne. Ah ouais, complètement. Ok. Moi, j'étais plutôt justement Lavine des Rosanne, mais je veux bien couper en deux, du coup, et effectivement le remonter. Vu que toi, t'étais plus haut, moi, j'étais plus bas. Bah, je pense que ouais, entre les deux, il est dans ce range, Ingram, Murray, Bill, Garland, quoi. Il est dans ce moule là, je pense. Ouais. Ok, ça marche. Eh bien, mettons-le là. Hop, ok. Bon, finalement, ça va. Ouais. On n'a pas trop bataillé niveau classement. On tombe assez vite d'accord. Ça marche. Et petit quiz, donc, pour finir. Comme tu sais, on fait des quiz pour se remémorer des très bonnes actions de cette saison. Nous sommes le 21 janvier 2023. D'ailleurs, 2013, j'ai marqué sur ma feuille. Non, je vieillis. 2023. 2013, je suis pas sûr d'avoir tous les joueurs, pour le coup. C'est un poster dunk sur Alperen Sengun. Un petit chouchou du Basket Lab, mais quand même, une action marquante de cette saison. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk sur Sengun? Tu peux me répéter la date, excuse-moi? 21 janvier 2023. Ok. Donc, je vais commencer à Houston. Je vais dire Kevin Porter et Jalen Green. Jalen Green, oui. Il n'y a pas Kevin Porter? Pas Kevin Porter, non. S'il n'y a pas Kevin Porter, est-ce qu'il y a Daishen Nix? Non, il n'est pas sur le terrain. Non, je crois que c'est Jalen Green qui était un peu le meneur. Ouais, ok, ça marche. Eric Gordon? Oui, qui doit Eric Gordon, oui. Je vais dire, s'il y a Sengun, faut le cacher en défense, donc je vais dire Jabari Smith. Non, pas sur le terrain. J'ai essayé de lâcher un tacle, mais je vais dire Tari Eason ou Jason Tate. Oui, il est là, Tari Eason, ouais. Ok, il n'y a pas Jason Tate? Non. KJ Martin? Exactement. Kevin Martin Jr., le fils d'eux. Du côté de Minnesota, on est en janvier, tu as dit, donc ça va partir sur D'Lo. Oui, tout à fait. Je vais dire Karl Anthony Towns n'était pas revenu, donc je vais dire Rudy Gobert, Kyle Anderson. Pas Gobert, mais Anderson, oui, tout à fait. Bah c'est Reed, ça veut dire? Non, c'est un chevalier. Ça te parle ça ou pas? Ah, Nathan Knight. Exactement, Nathan Knight est sur le terrain. Ah, mais les fameux jeux de mots. Et le dernier, c'est un petit, un petit de la famille Lu. Ça te parle ça aussi ou pas? J'avais des noms, mais là tu m'as perdu. Un petit de la famille Lu. Lu, ouais, il fait partie de la famille Lu. Tu m'as perdu avec cet indice. Non, alors c'est aussi le rival du chanteur Michael Jackson, son rival à l'époque, c'était qui? Ouais, comme je m'y connais en basket, en musique, beaucoup moins. Je sais pas, Austin Rivers. Non, c'est quelqu'un je vais te parler en basket cette fois, qui était de la fac de Baylor. Est-ce que ça te parle? La fac de Baylor, un ailier. Qui a fait les Nets, je crois. Je vais trouver. Ah, bah c'est Taurean Prince. Exactement, Prince. Eh oui, Taurean Prince de Lu. Bah oui, le petit dernier de la famille. Prince de Lu, mais yes. Ah, il y a trop de jeux de mots là. Un peu scandaleux, pardon.
Bon, avançons. Passons, bah tiens, vu que moi j'hésitais un peu avec les deux, mais on peut éclaircir de suite. Passons à Chris Paul, si tu veux bien. Chris Paul, 32 minutes de jeu, 59 matchs, 95 de true shooting plus, donc moins 5% d'efficacité par rapport à la moyenne, sur 19% d'usage de basketball référence, donc seulement le usage de scoring, donc volume assez modeste, mais que sur le scoring. Bah, pour te lancer, on est quand même sur une saison très compliquée pour un Chris Paul de 38 ans. Ouais, c'était compliqué. Mais malgré tout, moi, on se l'est dit tout à l'heure, moi je l'ai sans doute plus bas que toi. Ouais. J'ai quand même beaucoup de côtés positifs sur Chris Paul. C'est-à-dire que tout à l'heure on disait que moi j'avais ce côté jeunisme à surévaluer Anthony Edwards. Il faut faire attention à ne pas sous-évaluer aussi Chris Paul sous prétexte qu'il était meilleur dans ses années précédentes. Même si Chris Paul était un top 5, top 10 player à un moment de la ligue, il faut pas oublier que Chris Paul aujourd'hui est un fabuleux joueur de basket qui mérite d'être dans un top 100. Quand tu regardes un peu des commentaires sur Twitter ou autres réseaux sociaux, il y a des gens qui l'envoient en Chine. Soyons sérieux, messieurs, s'il vous plaît. Ça reste un magnifique joueur de basket. Je sais pas, tu veux commencer par le positif, le négatif? Vas-y, va où tu veux. Commencer par le positif. Faut pas oublier que il y a moins d'un an, il y a un an, il était du coup année 21-22, il est 9e de la course au MVP. Faut quand même pas l'oublier. On parle d'un playmaker qui est toujours élite. Quasiment 9 passes par match, c'est sa place en senior quand même. Si je reprends mes notes que j'avais prises un peu, il a un assist percentage à 39%. Ça le met dans le 91e centile au niveau de son équipe. Donc en fait, ses coéquipiers marquent plus sur ses passes finalement. Donc faut pas se poser de questions mystérieuses. C'est-à-dire que Chris Paul a la capacité à trouver des coéquipiers démarqués élites et toujours élites. Je trouve que tu as cité son chiffre d'usage, c'est 19%, c'est ça? Oui. Mais après, c'est la différence entre basket référence et Cleaning the Glass. Cleaning the Glass prend le passing, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc forcément que le chiffre d'usage chez Cleaning the Glass sera plus impressionnant, mais en fait, j'ai fait un petit comparo par rapport aux autres chiffres d'usage. Quand tu regardes les top passeurs de la ligue, Chris Paul est 4e, du coup c'est le 4e meilleur passeur de la ligue avec sa moyenne de 8,9. Premier c'est James Harden a 25% d'usage, Chris Paul a 19. Deuxième c'est Trae Young 33. Troisième c'est Jokic avec 27. Cinquième c'est Morant avec 35% d'usage. Oui. Et en fait dans le top 10 des meilleurs passeurs, il y a un seul mec qui a moins de 25% d'usage et c'est Chris Paul et il a 19. C'est une énorme différence en fait. Donc on parle d'un créateur d'attaque et un créateur de passes décisives pour un mec qui a plus la balle dans les mains en fait. Et moi ça me le valorise à mort parce que je trouve ça hyper impressionnant d'être capable de tourner à 9 passes par match en ayant si peu la balle dans les mains finalement. Après, l'usage, c'est que les actions qui sont terminées, justement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a encore la balle dans les mains. D'ailleurs, j'avais checké les nombres de touches par match, il est exactement comme l'an dernier. Ouais. C'est juste qu'il prend moins de tirs qu'avant, en fait. Et petit à petit, ça, comme tu dis, le volume chute année après année. Mais il a encore toujours cette emprise sur le jeu de passing, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un créateur d'attaque qui reste positif et largement positif. Et il y a un chiffre qui m'a choqué, c'est la gestion d'attaque qu'il amène, si je puis dire. Ouais. C'est le turnover percentage de sa team. Il est dans le 94e centile de la ligue. C'est-à-dire que, en gros, c'est la capacité de son équipe à ne pas perdre la balle. C'est-à-dire que Phoenix est élite dans cette catégorie-là. Évidemment que c'est pas dû que à Chris Paul, mais c'est juste un gestionnaire d'attaque élite et il faut pas l'oublier. Donc ça, c'était sur le côté offensif positif que moi j'ai sur Chris Paul. Je sais pas si t'avais d'autres chiffres, mais je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Tu veux dire effectivement, j'ai retrouvé le chiffre là, c'est quand il est sur le terrain, son équipe ne perd quasiment aucun ballon. C'est ça. Je pense qu'on peut le lier à Chris Paul parce que quand il est sur le terrain, c'est lui qui a la balle. Ouais. Mais c'est là aussi je trouve qu'il y a la chute d'efficacité dont on pourra parler, mais malgré tout, on est encore sur quelqu'un qui, en plus dans les schémas offensifs de Monty Williams à Phoenix en 2023, il a toujours eu cette emprise sur le jeu en fait. C'était beaucoup de systèmes avec des options, on déroule un peu de manière classique un certain plan de jeu et je pense que c'est lui qui est un peu à la baguette de tout ça. Donc effectivement, il y a la chute d'efficacité dont on va parler qui est pas négligeable. Mais je trouve qu'il y a encore cette valeur de le général de terrain. Et il n'y a pas non plus énormément de gens qui pouvaient faire tourner cette attaque aussi bien que lui, en fait. Donc pour moi, il y a cette valeur-là.
Mais, en effet, on est quand même sur une perte de vitesse au niveau du scoring et on peut pas totalement décorréler les deux, je pense. Enfin, tu me diras ce que tu en penses, mais ta dangerosité au scoring détermine aussi à quel point est-ce que tu peux être un passeur intéressant. Donc, le côté mettre en place les systèmes, appeler les systèmes, faire la bonne passe au bon moment, etc. Ça, d'accord, mais sur des actions un peu plus en mouvement, tu parlais de créateur de chaos, moins tu es dangereux au niveau du scoring, moins tu vas avoir cette dangerosité, et donc moins il va y avoir aussi des fenêtres de passe. Et là, je pense notamment à la série contre Denver. Phoenix se fait éliminer contre Denver. On est sur Denver qui choisit de défendre en drop sur Chris Paul, alors que historiquement, Chris Paul est, est l'homme le plus létal de NBA au niveau du tir à mi-distance, et que personne n'a envie de faire du drop d'habitude. Et là, il était tellement en perte de vitesse et voilà, même Denver se disait ok, on fait un drop et on contrôle tout ce qu'il y a derrière. Donc au final, je sais pas ce que tu en penses, mais la perte de scoring va finir par influencer aussi l'impact au passing en fait. C'est d'autant plus intéressant que Denver n'est pas une équipe qui défend historiquement, sur les années Jokic, en drop. Exactement. Jokic est pas assez mobile pour défendre le drop. C'est une équipe qui blitz beaucoup et qui double derrière les écrans. Et parce que Jokic est plus intéressant sur sa longueur, sur sa longueur, quoi. C'est pas un podcast sur Jokic, mais justement le fait que la déficience de Chris Paul à être capable de scorer force Denver à faire une tactique qu'ils ont pas l'habitude de faire, et malgré tout ça, il n'a pas été capable de les sanctionner. Ouais. Montre pour moi le plus gros problème offensif de Chris Paul aujourd'hui, c'est que c'est un porteur de balle qui n'est efficace que par son profil de porteur de balle, par son génie offensif et sa capacité à créer des passes, mais qui aujourd'hui n'est plus capable de scorer. Il est à quasiment 13-14 points par match, c'est sa plus petite moyenne en carrière, mais même là-dessus, c'est-à-dire que j'ai regardé, il est à 112 points par tir. Il est dans le 48e centile, donc c'est pas bon. Il est catastrophique, c'est-à-dire il est en dessous de la moitié de la ligue en fait. Alors 112 c'est par 100 possessions, hein, parce que 112 points par tir, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est 1,2, ouais, effectivement. Mais comme tu dis, c'est en dessous de la moyenne, hein, et d'ailleurs le true shooting plus, donc justement ce pourcentage ajusté par rapport à la moyenne, c'est moins 5% par rapport à la moyenne. Donc, ouais. Et ça c'est inédit parce qu'il avait toujours été hyper efficace et au-dessus de la moyenne, et là d'un coup on a un début de déclin, en tout cas peut-être que ça ressemble à ça. Et clairement, et en plus, donc l'équipe fait l'impasse sur son scoring, et en fait les équipes compte également de plus en plus sur sa capacité à perdre des ballons, finalement. Tout à l'heure, je louais la capacité de son attaque à ne pas, de ses coéquipiers et de l'attaque en général à ne pas perdre de ballons. Mais lui, en fait, il en perd de plus en plus et c'est problématique. Parce que là, aujourd'hui, il a 12,5% de ses possessions. Donc, plus d'une possession sur 10 qui se termine par une perte de balles. Quand on parle du point god, ça, c'est dommage. Aujourd'hui, il est dans le 82e centile. Ces grandes années, Chris Paul, il était dans le 95e centile. C'était un élite de chez élite. Et finalement, aujourd'hui, il perd de plus en plus la balle. Il est plus capable de scorer. Il est plus capable de faire des différences. Et tout à l'heure, on parlait de créateur de chaos. Chris Paul n'est plus ce créateur de chaos. Oui. On verra sur son rôle prochain à Golden State. Aujourd'hui, c'est un profil qui est capable de faire briller les autres, mais il n'est plus capable de briller par lui-même. Et puis on verra aussi à Portland quand il se fera échanger contre Lillard. Mais c'est une autre histoire. Non, mais effectivement, on est passé de quelqu'un qui était un meneur très complet, vraiment en mouvement, capable de tout faire, et donc scoring et passing, à aujourd'hui peut-être quelqu'un qui ressemble plus à justement du pass first, et un profil un peu plus incomplet. Mais voilà, l'efficacité pour Chris Paul, qui est le modèle d'efficacité depuis toujours, qui fait même dernièrement, il était à des plus 3, plus 5, plus 8% d'efficacité par rapport à la moyenne. Là, il tombe à moins 5. C'est une anomalie. C'est la première fois de sa carrière, quasiment, qu'il est en dessous de la moyenne. Même en termes de volume, l'usage continue de baisser, comme tu disais. Et j'avais noté les tentatives de tir par 100 possessions. On est sur 17 tirs tentés par 100 possessions. C'est le plus petit total de toute sa carrière. Donc voilà un peu pour le côté déclin. Et en plus, pour ajouter là-dessus le côté manque d'efficacité, en plus il met ses 3 points. Donc on sait que ça peut être une variable assez grande selon si tu mets tes 3 points ou pas. Il est à 37% à 3 points. Donc a priori, ça coince pas de ce côté-là. Il n'y a pas le côté malchance au niveau du jump shot. Le jump shot étant peut-être un peu plus aléatoire. Donc le 3 points, malgré tout, il est là. Donc en fait, c'est tout le reste du jeu qui est pas très bon, quoi. C'est-à-dire notamment au panier, hein, il est passé de 65% au panier à 46%. De 65 à 46. C'est très très peu, et notamment sur drive. En particulier les tirs sur drive, on est
On est 1,07 points par tir sur drive. À la limite, le chiffre, on s'en fiche, mais sachez que sur les gros drivers à plus de 8 drives par match, il se classe désormais 65e sur 79. Donc voilà, on est plutôt vers la fin du classement et je pense qu'on est sur un déclin et il n'y a plus trop de jus dans le moteur chez Chris Paul. Les lancers francs a baissé aussi, autre indicateur toujours d'un déclin physique ou de l'âge ou des deux. Voilà, et puis aussi il y a la défense, on n'a pas trop parlé, mais la défense, plus l'âge avance, plus aussi il est moins valuable de par sa taille. Il est plus autant capable de compenser la taille par des qualités athlétiques ou de l'énergie, quoi. Bah, surtout qu'on parle d'un ancien all defensive. Donc là, on voit clairement. Moi, je trouve que c'est limite sur la défense où on voit son déclin le plus rapide. Là, il y a un chiffre qui est édifiant, c'est son free throw rate. Mais du côté défensif, du coup là, sa tendance à accorder des lancers francs à son défenseur direct, il est dans le 27e centile, c'est-à-dire qu'il est tout en bas du classement. C'est les fautes en basket montrent quand tu n'es pas capable de défendre sur quelqu'un. Quand tu es dépassé, tu fais une faute. C'est le principe même du basket. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Chris Paul accorde énormément de lancers francs à son défenseur direct. Il est dans le top des défenseurs qui accordent le plus de lancers francs, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à défendre. Ou alors tu fais comme Lou Williams, t'as toujours des chiffres, tu fais aucune faute en carrière, mais parce qu'en fait tu laisses passer les mecs, tu fais le toréador, quoi. Ah ouais, mais lui il fait ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Lui il joue avec il joue au taureau, quoi, c'est pas possible. Ouais. Mais ouais, exact. Bah c'est le chiffre qui montre que quand il est plus capable physiquement de rester en face des mecs. Et c'est évident. Et niveau classement alors, où est-ce que on l'imagine effectivement plus bas qu'Anthony Edwards alors? Ah ouais. Oh ouais, largement. Tu vois, au niveau classement, je reprends le compte un peu là, le classement que tu m'as envoyé juste avant. Moi, j'aurais tendance à le mettre vraiment dans le milieu, en fait, finalement, oui. Un peu en dessous du milieu. C'est-à-dire que pour moi, il est dans ce range. J'aurais du mal à le mettre au-dessus. Honnêtement, j'aurais du mal à le mettre au-dessus d'un Marcus Smart aujourd'hui. C'était un peu mon point de repère, ouais. Ouais, pour rester naïvement dans la même position, dans son poste de meneur de jeu. Il serait entre Malcolm Brogdon et Marcus Smart. Oui, on peut le mettre là. Et en effet, c'est vrai que Smart est pas efficace du tout, mais en même temps Chris Paul non plus cette année, ouais. Il apporte tellement d'autres choses. Et comme tu dis, ouais, il a un volume défensif bien plus grand. Ça me va de le mettre par là, en effet. Entre Marcus Smart et Kyle Anderson, du coup, qui est là aussi, 39e. On peut faire un truc comme ça, ouais. Ok, ça me va. Exactement. Oui, donc effectivement, quand je disais que les deux étaient un peu proches avec Anthony Edwards, peut-être que je me trompais. D'ailleurs, là, on le prend en compte, le true shooting, ou pas? Parce que tu dis avec Anthony Edwards, il fallait pas s'arrêter au true shooting plus. Là, on le prend en compte? Non, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je mets en perspective d'autres trucs, c'est tout. Je te charrie, On fait pas un classement de true shooting. Ne t'inquiète pas, je te charrie, mais je suis d'accord, ouais. Ok, donc mettons-le là, à côté de Kyle Anderson qui est 39e. Ok, alors petit quiz pour finir, nous sommes le 11 décembre 2022. C'était un tir clutch contre les Pelicans, justement, son ancienne équipe. Enfin, les Hornets, il était, mais bref. Un tir clutch qui envoie le match en prolongation. Action un peu marquante pour Chris Paul. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce tir clutch contre les Pelicans? La date, c'est à quel moment, pardon? Le 11 décembre 2022. 11 décembre, ok. Bah, je vais dire Chris Paul Booker. Booker n'est pas là. Booker n'est pas là sur un tir clutch. Pourquoi n'est-il donc pas là? Je pense que l'équipe était il manquait des titulaires, on va dire, ce match-là. Ouais. Si c'est pas lui, c'est pas le moment où Damian Lee il est en feu. Exactement, Damian Lee est sur le terrain. Ah ouais, il y a eu une époque, il y a eu 3 semaines où tu le voyais partout. Je vais dire Josh Okogie. Non, l'autre. Ah bah il s'est pas tiré. C'est pas Okogie, c'est l'autre. C'est pas Okogie, c'est l'autre, c'est Wainwright. Non. Ah mais non, non, c'est avant le trade. C'est celui qui s'est un peu tiré, le défenseur qui s'est un peu tiré. Ancien de Denver. Le défenseur. Ah, c'est Torrey Craig. Exactement, Torrey Craig. DeAndre Ayton. Pas Ayton, justement, c'est son backup qui est sur le terrain. Jock Landale. Exactement, Jock Landale. Et en dernier... Nous sommes en décembre, donc il n'y a pas eu de trade. C'est avant encore. le trade. Bah, par contre, un des deux, je vais essayer de l'avoir du premier coup. Bah, Mikal. Exactement, c'est Mikal Bridges, tout à fait.
Ok, top. Et du coup, côté Pélican, je vais pas dire Zion, du coup. Dommage. Il y est? Oui, il y est. Ah là là, il m'a eu. Je vais dire McCollum. Oui. Je vais dire, du coup, Zion. Je vais dire Ingram. Non, pas Ingram, non. Ok. Ils sont en défense. Du coup, je vais dire Herb Jones et Trey Murphy. Aucun des deux n'est sur le terrain. Aucun des deux. Je vais dire José Alvarado. Non plus. Avocado n'est pas là. C'est pas possible. En 5, je vais dire Valanciunas. Non plus. C'est incroyable. Larry Nance. Exactement, Larry Nance est là. Oh, aïe, aïe. Et du coup, il m'en manque 2 encore. Il manque un autre ailier défensif, un peu moins connu, mais tout de même. Najee Marshall. Exactement, Najee Marshall est là. Et l'autre, c'est celui qui défend Chris Paul, justement. Donc on est plutôt sur un profil, un jeune d'ailleurs, un jeune drafté, un rookie. Australien. Oui. Dyson Daniels. Exactement. L'aspirateur Dyson Daniels est sur le terrain. J'ai même pas pu placer cet indice d'aspirateur. Je l'aurais pas eu, en plus tu m'aurais embrouillé encore avec ton aspirateur. Et donc on avance. Bah tiens, on peut passer à Caleb Martin si tu veux bien. Caleb Martin, si je te fais le topo, 29 minutes de jeu par match. Caleb Martin, 79 matchs cette année à Miami, 98 de true shooting plus sur 14% d'usage, qui est évidemment un volume très très modeste. On l'a vu énorme en playoff, mais en fait il a été utile toute la saison à Miami. Ouais, utile. Là on a dit qu'on avait tendance à surévaluer par rapport à la jeunesse de Edwards, à sous-évaluer par rapport à la vieillesse de Chris Paul. Énorme attention à pas surévaluer Caleb Martin par rapport à ses performances de playoff et aux performances de playoff de Miami, parce que les playoffs de Miami sont une anomalie, et peut-être la plus grosse anomalie de l'histoire des playoffs NBA. Cette différence de jeu et de réussite entre une saison régulière et des playoffs, c'est pas censé arriver, c'est complètement anormal. Et Caleb Martin a su profiter de cette anomalie. C'est peut-être le principal instigateur d'ailleurs de cette anomalie, parce qu'il a vraiment explosé par rapport à son niveau de jeu en saison régulière et son niveau de jeu en playoff, notamment par son adresse à 3 points. Il passe de 35% à 3 points à 42% à 3 points. Il passe de 9 points à 13, enfin 12,7. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Caleb Martin, c'est que il a ce côté role player ultime, c'est-à-dire que c'est un défenseur très intéressant par sa polyvalence défensive. Il a une vitesse de pied, une rotation des hanches et une rapidité des mains. Il a une efficacité au niveau des mains qui est hyper intéressante, capable d'autant d'intercepter que de gêner, que de contrer. Je le trouve très intéressant en second rideau, notamment sur quand il est en retard. Je le trouve très intéressant pour aller chercher les mecs sur la planche. Je le trouve vraiment efficace dans son rôle. C'est-à-dire que pour les amoureux de stats avancées, il est hyper intéressant, il est hyper efficace. Il prend 25% de ses tirs entre 0 et 3 pieds, 43% de ses tirs à 3 points. Ça fait que 7 tirs sur 10, il est soit au cercle, soit à 3 points. Pour les amoureux de stats avancées, c'est le joueur parfait, finalement. Et comme tu l'as dit, en fait, il a pas beaucoup d'usage. Il perd peu la balle. Au niveau de ses pertes de balles, il est dans le 80e centile. Donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait on a un joueur qui sait exactement où tirer, quand tirer. Il fait quelque chose d'intéressant quand il a la balle entre les mains, et en plus il a peu de déchets. C'est un défenseur honnête, voire même intéressant. Donc ça m'en fait un attaquant polyvalent, un attaquant intéressant, en plus d'un défenseur pas négatif que je peux mettre sur le terrain en playoff. Donc c'est un joueur vraiment intéressant. Ouais. Intéressant plus, je vais dire. Effectivement, beaucoup de choses à aimer. Après, la limite évidente qui est que ce n'est pas un créateur et il n'y a pas de gros volume, etc. Mais au-delà de ça, c'est un role player tout à fait utile et du coup précieux, valuable, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a remplacé PJ Tucker, même si c'est pas totalement le même rôle, bien sûr. Mais on va dire qu'il l'a remplacé avec une manière de faire un peu différente, mais dans ce côté connecteur offensif. Donc il va pas être le créateur de décalage, mais il peut l'amplifier, le décalage, avec du passing altruiste, avec un peu de passing en mouvement même.
le fameux, ce qu'on avait catégorisé comme un connecteur en mouvement, c'est-à-dire il peut faire des cuts pour l'extra pass, il peut trouver les bonnes zones, il peut. Il est hyper intéressant là-dessus d'ailleurs. Ouais, bon sens du jeu sans ballon. Son jeu de coupe est hyper intéressant. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est pour ça que moi je l'aime bien d'ailleurs, c'est que là-dessus, je trouve qu'il est meilleur que PJ Tucker. Et puis un côté défensif très intéressant, comme tu as dit aussi, avec beaucoup de switch, un profil physique, athlétique très intéressant. Notamment, tu vois, il est moins comparé à Tucker, il peut être moins sur des gros, on va dire, et moins d'impact évidemment, rebond, etc. Mais par contre, plus polyvalent sur des petits, peut être mis sur des points d'attaque ou des choses comme ça, plus le playmaking défensif. Et je trouve qu'il y a aussi juste ce qu'il faut en termes de spacing, on va dire. C'est pas un shooter qui va être tout le temps hyper respecté, mais on est à 35% sur la saison régulière, sur 3 par match. Voilà, c'est pas un non-shooter, parce que si c'était un non-shooter, on aurait une valeur qui serait différente pour moi. Mais finalement, voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut additionner, de la transition, du connecting, comme on disait, un peu de spacing, un peu de cut, du jeu sans ballon. Donc finalement, pas mal de choses à aimer. Et surtout, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, il y a des fois, il y a des flashs de création balle en main où justement, il a un peu de dribble en fait. Il a un peu de dribble, il a un peu de capacité à créer sur du drive. D'ailleurs, on l'a vu en playoff, mais c'est pas totalement le Tony Allen ou des mecs comme ça qui vraiment, tu leur donnes un ballon, ils savent pas quoi en faire en attaque, quoi. Lui, parfois, bien sûr, c'est un connecteur, un finisseur plutôt dans l'âme, mais quand il faut créer, parfois, il peut le faire de temps en temps. Donc, c'est là aussi un petit plus par rapport à des purs défenseurs, on va dire. Bah, je trouve que, comme tu l'as dit, ce que je trouve très intéressant dans son profil, c'est que c'est un exagérateur de décalage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, amplificateur, ouais. Ouais, amplificateur, merci. C'est-à-dire que quand il va recevoir la balle à 3 points et que donc, parce que le décalage a été fait, et c'est un côté qu'il avait pas, et c'est notamment un côté que son frère n'a pas, je trouve. Que Cody Martin est un shooter plus exclusif que Caleb. Caleb Martin est très intéressant dans sa capacité à attaquer ce drive. S'il a un close-out qui est trop agressif, je trouve que c'est un très bon créateur sur 2 dribbles. Si tu lui en demandes de poser le 3e ou le 4e, là ça me gêne plus. Et là il fait plus des erreurs. Mais quand il est capable de feinter, attaquer le close-out, poser 2 dribbles, il va amplifier les décalages en fait. Et comme tu l'as dit, c'est un bon créateur tertiaire finalement. Je trouve qu'il va pas faire de mauvais choix finalement, et il va être capable de servir le dernier mec qui va être capable de finir. Et je trouve que c'est un joueur qui est vraiment utile dans un système offensif rondement mené, parce que c'est un joueur qui va trouver naturellement sa place et qui va exagérer tous les côtés positifs d'une attaque. Malgré tout, je sais pas, aujourd'hui en fait j'arrive pas à savoir si c'est un bon attaquant. Je sais pas qui est ce joueur, je sais pas si c'est un shooter, parce que en voulant étudier ce profil justement, je suis tombé sur la stat des 3 points plus, finalement sa capacité à sanctionner à 3 points par rapport au reste de la ligue. Il y a 4 ans il est à 151, c'est énorme. Il y a 2 ans je veux dire, il est à 68, c'est nul. L'année dernière il est à 117, c'est intéressant. Cette année il est à 99, c'est moyen. Je sais pas qui est ce mec en fait. Après, attention à l'échantillon aussi, hein, parce qu'il fait des saisons à 300 minutes, 800 minutes, 1300 minutes, et là 2000 minutes, c'est enfin sa première vraie année, donc je pense que c'est le côté échantillon qui fait qu'il y a beaucoup de variations, quoi, je pense. Mais en fait c'est ça, en fait j'ai du mal à évaluer sa régularité. Est-ce que c'est un joueur moyen plus? Est-ce que c'est un joueur moyen? Je sais pas. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit un vrai bon attaquant. Quand tu prends son offensive box plus minus, donc sa capacité à être positif en attaque, il a moins 1,8, donc il est négatif offensivement. Après, c'est surtout dû à l'attaque de Miami qui était cataclysmique. Mais et tout à l'heure on parlait du créateur. Son assist percentage il est à 8%. Sa turnover percentage il est à 11%. Donc il perd plus de balles qu'il fait de passes, et ça me dérange. Donc en fait, tu vois, dans le top 100, pour le classer, bah moi, je le tire vers le bas, en fonction de ses problèmes, quoi. C'est un role player ultra positif, mais c'est pas plus, quoi. Alors, par contre, il a 1,6 assists par match et 1,1 turnover. Mais toi, tu comparais les pourcentages, hein, c'est ça? Ouais, les pourcentages, ouais, exactement. Ouais, effectivement. Oui. Alors, par contre, il y a un lien avec Cody Martin. Ils sont de la même famille. Ouais, c'est son jumeau.
Ah, d'accord. Je croyais que juste qu'ils avaient le même nom et qu'ils se ressemblaient. Non, c'est son jumeau. Ils ont fait la même fac et tout. Je plaisante. Bah oui, je sais, je me souviens des jumeaux Martin. Et ce qui est marrant, c'est que moi, en début de carrière, j'étais hyper haut sur Cody Martin et pas sur Caleb. Et finalement, ça s'est totalement inversé. Parce que même Charlotte fait le choix Cody. Il vire Caleb. Et super, il y en a un qui sont pas les mêmes. Non, je me souviens d'eux en plus à NC State, les deux jumeaux de NC State, un match contre Ben Simmons que j'avais scouté à l'époque, mais effectivement je m'attendais pas à retrouver Caleb Martin ici quelques mois plus tard. Et donc niveau classement, tu disais toi t'es plutôt vers le bas, c'est-à-dire valuable, mais on va lui mettre des points malus parce que en termes de création il y a pas beaucoup quoi. Et ouais, je pense que tu vas pas être d'accord avec moi du coup, mais là dans le classement que tu m'as envoyé en 70, tu as RJ Barrett. Moi j'ai RJ Barrett plus haut, mais t'as RJ Barrett. Pour moi il y a pas un monde, si aujourd'hui j'ai une équipe à construire, où je prends RJ Barrett derrière Caleb Martin. Oui, mais le jeu, c'est pas si t'as une équipe à construire, c'est qui a été le plus valuable dans son rôle, quoi. Évidemment, mais qui est le plus valuable dans son rôle moi, naturellement, en fait, tu vas sûrement pas être d'accord, du coup. Et pourtant, j'aime bien le joueur. Mais Caleb Martin est 71e, là. Dans ton top 70. Donc toi, tu le mets dernier. Tu le mettrais dernier. Aujourd'hui, je le mettrais dernier. Est-ce que c'est par rapport à... si on met entre parenthèses un peu les Kyle Kuzma, RJ Barrett, que nous on a mis bas à cause de l'efficacité, mais peut-être que toi tu donnes plus de valeur à la création, donc tu les imaginerais plus haut. Mais tu vois, moi par exemple, comparé à des Royce O'Neal ou Dorian Finney-Smith, je le mettrais pas forcément complètement derrière un Finney-Smith. Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Tu les as juste au-dessus. Ouais. Naturellement, moi dans mon top 100, c'est deux joueurs que j'avais pas mis, DFS et Royce O'Neal. Pourtant j'adore DFS, mais naturellement, si je devais faire un classement entre les trois, je prendrais Dorian Finney-Smith en 1, Caleb Martin en 2 et Royce O'Neal en 3. Donc si tu dois le classer à un endroit, je dirais qu'il est au-dessus de Royce O'Neal du coup. Parce que moi je valorise plus Caleb Martin que Royce O'Neal. Oui. Et je valorise aujourd'hui plus Caleb Martin que Gordon Hayward. Surtout que Royce O'Neal n'a pas fait une grande saison d'efficacité en plus. Ouais. Mais ou alors, après, c'est vrai qu'on a Josh Giddey qui est par là aussi, qui finalement... je me demande pourquoi est-ce qu'on l'a là, parce qu'il y a quand même pas mal de créations. Moi, Josh Giddey, j'ai un de mes meilleurs potes qui est fan du Thunder, et quand j'ai fait mon top 100, Josh Giddey est un joueur que je n'ai pas dans le top 100, et je me suis pris des grandes insultes. Donc, et j'ai Caleb Martin dans le top 100. Donc, tu vois, si tu dois le classer si tu veux pas le classer 71e, il est au-dessus des joueurs que tu viens de citer pour moi. Au-dessus de qui? De Josh Giddey, de Finney-Smith, etc. Ouais, de Gordon Hayward, de Royce O'Neal, ouais, tout ça. Je pose la question, effectivement. Je ne sais pas trop quoi faire. Non, Bogdanovic, John Collins, Anthony Simmons, non, évidemment, je pense pas. Je pense qu'on est en dessous de ça. Ouais, complètement. Okay. Bah ouais, mettons-le là. Alors mettons-le avec Finney-Smith, mais avec de toute façon, je pense qu'on va retravailler la fin de classement quand on va inclure des Trey Murphy, des Franz Wagner, etc. Finney-Smith, moi dans mon top 100, je l'ai pas inclus et je m'en veux terriblement là. Mais il y a un côté défense plus grand que Caleb Martin, donc ça peut aussi avoir un certain valeur, mais en même temps, ça bouge pas beaucoup, Finney-Smith. Là où Caleb Martin peut faire du bien à l'attaque. Ok, bah faisons ça alors. Mettons-le entre les deux, entre Royce O'Neal et Finney-Smith. Ça marche. Et puis donc, ok. Et donc, petit quiz, pardon. Nous sommes le 24 avril 2023. Match 4 de la série contre Miami. Le tir clutch en isolation, le pull-up à 3 points sur Giannis. Et ensuite, le tir avec l'action où il met la main sur la tête. Action un peu marquante de cette année. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de ce end on the face? Je vais dire Gabe Vincent en 1. Est-ce que Gabe est là? Non, Gabe Vincent n'est pas là. C'est Kyle Lowry. Oui, c'est la légende Kyle Lowry. Ouais, je vais dire Jimmy Butler. Oui. Je vais dire Bam. Oui. Alors, Caleb Martin, est-ce qu'il jouait 4 ou est-ce qu'il jouait 3? Il faut mettre un tir, donc je vais dire Struss et Martin. Non, c'est un autre shooter. Donc c'est Robinson. Exactement, Robinson. Je me suis fait eu. Et donc c'est le moins bon shooter des 5 qui prend le tir, c'est Caleb Martin. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Ouais, après, j'aurais pas donné le même tir à Bam Adebayo, mais... C'est vrai. Et de l'autre côté, du coup, Giannis, ils sont en défense. Du coup, je vais dire, il y a Bam, du coup, je vais dire Brook Lopez. Oui. Je roule l'idée. Oui. J'hésite entre Grayson Allen et Pat Connaughton. Je vais dire Pat Connaughton. Dommage. C'était Grayson Allen. C'était Grayson Allen, ouais. Ah, yes.
Et Middleton. Exactement, Middleton, ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc avançons, quatrième joueur du jour. Bojan Bogdanovic, pardon, j'allais dire Bogdan, mais Bojan Bogdanovic, 32 minutes par match, 59 matchs à Détroit cette année, 108 de true shooting plus, donc très très efficace, plus 8% par rapport à la moyenne sur 26% d'usage, c'est pas mal. Grosso modo, c'est le seul rayon de soleil du marasme de Détroit en fait. Bon, de toute façon, c'est le seul capable de mettre un panier dans cette équipe. Donc, mais c'est d'autant plus impressionnant du coup parce que il a des chiffres de scoring et d'efficacité qui sont complètement fous, honnêtement, pour un joueur qui est le seul joueur NBA dans une équipe de N2, quoi. Et je trouve ça complètement ouf d'avoir de tels chiffres d'efficacité et de scoring dans ce marasme-là, comme tu l'as dit. C'est le 27e meilleur scoreur NBA du haut de ses presque 22 points par match. Au niveau des points par possession, il est dans le 82e centile. Je trouve ça fou quand on prend en compte son effectif. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça dingue finalement. Au niveau de son field goal plus, il a 103, donc le mec arrive à être efficace. Il a 114 à 3 points. Et en fait, je trouve ça ouf parce que quand tu prends l'effectif de Détroit, il y a eu des 5 majeurs avec Killian Hayes, Jaden Ivey, Bojan Bogdanovic, Jalen Duren et James Wiseman. C'est le seul capable de tirer à 3 points. Mais vraiment le seul est de très très loin, quoi. C'est Jaden Ivey est capable parfois, mais c'est le seul et de ultra loin. Et je trouve ça complètement fou d'avoir cette efficacité à 3 points dans ce marasme-là. Et sa capacité dans son free throw rate plus, il est à 129. Donc le mec se permet d'être ultra efficace à 3 points et en plus de provoquer 30% de plus de lancers francs que la ligue. Ouais. Franchement, je trouve ça assez fou. Ouais. Bah, c'est comme ça qu'on arrive sur un profil hyper efficace individuellement, quoi. C'est ça, c'est 3 points et lancers francs. Mais j'arrive pas à m'expliquer comment il peut être aussi efficace dans cette équipe-là. Il avait toutes les raisons du monde à ne pas être efficace finalement. C'est aussi caractéristique de son profil qui est je mets des points de mon côté un peu indépendamment de l'équipe, j'exagère un peu, mais ça a toujours été un peu ça, Bogdanovic. Et effectivement, on a une saison d'efficacité qui est très très haut niveau. On en a parlé d'ailleurs dans un épisode récent des stats de la saison là, avec Détroit, mais effectivement, donc, plus 8% d'efficacité par rapport à la moyenne, et en chiffre brut, c'est 1,26 points par tir. Et donc sur des minimums 24% d'usage, donc minimum un certain volume d'utilisation, on va dire deuxième, troisième option d'équipe. C'est le 8e plus efficace de NBA. 8e sur 66 joueurs avec un certain volume d'utilisation, donc plutôt très efficace Bogdanovic. Tu l'as dit, 41% à 3 points, 45% sur les catch and shoot. Donc les autres savaient pas shooter, mais il suffisait que lui il soit là pour faire le spacing et ça marchait. Et donc 4e de NBA hein, sur les catch and shoot en efficacité, parmi ceux qui sont à plus de 2 par match. 4e sur 228. Voilà, c'est un niveau de shoot plutôt satisfaisant. Moins bon sur pull-up à 3 points, cela dit. 41% sur les longs tirs de points cette fois, donc on va dire dans la moyenne haute sur les tirs à mi-distance. Donc vraiment une belle saison un peu partout hein, au niveau du drive. Aussi, on est sur un joueur assez efficace au niveau du jump shot, un peu de lancer franc. Après, c'est vrai qu'on a toujours un peu les mêmes limitations de son profil, c'est-à-dire qu'il va mettre des points de son côté, mais pas un énorme créateur de jeu collectif et aussi un peu des malus défensifs, même si on peut les relativiser avec le contexte de Détroit, cela dit quoi. Bah ouais, tu l'as dit, c'est-à-dire que son playmaking est j'ai envie de dire négatif honnêtement. Il fait 2,6 passes par match, il fait 2,3 paires de balles. En fait, on a envie par son QI offensif de lui donner quand même un rôle de connecteur offensif finalement, parce que on sent qu'il est capable de faire les bonnes passes, etc. Mais en fait, dans son mindset, et c'est d'ailleurs le rôle que il faut lui donner, hein, c'est un scoreur unique. Il n'est pas capable de créer de l'attaque en dehors que par lui-même finalement. Moi, étant fan d'Indiana, je l'ai vu à Indiana, c'est-à-dire que moi j'ai vu des line-up avec Tyreke Evans, Lance Stephenson et Bojan Bogdanovic. Tu as mal aux yeux. Ouais. C'est assez terrible.
quand tu vois ce genre de line-up. Mais en défense et au rebond, il est catastrophique. En défense, si on devait faire un top 100 des pires défenseurs en face à face, Bogdanovic serait très bien classé. Au niveau des points par possession de son adversaire direct, il est dans le 28e centile. Donc bah c'est porte ouverte finalement. Ouais, puis il y a aussi la défense sans ballon aussi. Hein. La défense collective est pas meilleure. Hein. Mais finalement, c'est parce qu'il est pas assez athlétique. C'est-à-dire qu'il arrive pas à suivre les mecs et même quand les mecs coupent, il peut pas leur courir après. Donc c'est assez difficile. Et en fait, je lui tombe d'autant plus dessus que quand tu es entre Killian Hayes et Jaden Ivey, qui sont deux défenseurs extérieurs, surtout Killian Hayes, on-ball assez impressionnant, et que derrière toi t'as Jalen Duren, euh, tu peux pas avoir des chiffres d'efficacité défensive aussi bas. Moi, je le sanctionne vraiment là-dessus parce que il est pas bon, quoi. Et en plus, quand tu prends les rebonds, tout à l'heure, j'ai commencé sur la défense et le rebond. Au niveau du rebond, quand il est sur le terrain, sa team est dans le 48e centile. C'est-à-dire qu'ils sont pas bons au rebond. Et comme je le disais tout à l'heure, il était aligné parfois avec Jalen Duren et James Wiseman. Ouais. Ou Jalen Duren et Isaiah Stewart. Quand t'as cette taille-là à côté de toi et que ton équipe est aussi mauvaise au rebond, c'est pas possible. Ça veut dire que tu fais pas tes box-out, grand. Donc moi, ça me pose un vrai souci, quoi, à ce niveau-là. Oui, parce que non seulement il est pas bon face au ballon, comme tu dis, pas très costaud, pas très mobile latéralement, mais en plus, loin du ballon, c'est pas juste qu'il est neutre, en fait. Parce qu'il y a des défenseurs qui sont relativement neutres, je pense à des Harrison Barnes ou des mecs comme ça. Bon, ils vont pas créer beaucoup de style, mais ils vont être plutôt en bonne position, etc. Lui, je trouve que non seulement c'est pas un playmaker défensif du tout, il est très très mauvais au niveau de ces chiffres-là, de style et de bloc. Et en plus, il y a aussi un peu des manquements, toujours des oublis il fait pas des rotations. En plus, il a pas de chance parce il a pas une envergure de bras énorme, donc il y a pas de bonus de ce côté-là. Quand il va faire des rotations au panier, il y a moins d'impact que certains autres. Donc ouais, la question c'est à quel point est-ce que la défense peut tirer vers le bas une efficacité qui est très bonne en fait. Ouais, bah c'est ça. Et en fait, moi, le plus gros souci que j'ai, c'est et moi, je veux bien avoir ton avis là-dessus parce que tu prends un très bon exemple d'Harrison Barnes. Harrison Barnes, dans l'épisode où tu en parlais, je sais plus avec qui t'en parlais, mais vous mettiez en lumière le côté tweener, c'est-à-dire en fait on doit décider si on le fait jouer poste 3 ou poste 4, et on doit décider sur quel poste il est le plus efficace finalement, donc avec qui l'associer. Mais en fait, Bogdanovic, c'est le contraire. Tu dois décider avec qui l'associer en sachant sur quel poste il est le plus problématique. Tu vois, naturellement, moi, j'aurais envie de le mettre poste 4. Quand tu le mets poste 4, au niveau des rebonds personnels, il est dans le 23e centile. C'est-à-dire qu'il est catastrophique. C'est affreux, quoi. En fait, je veux bien ton avis. Tu le ferais jouer quoi, toi? Tu fais jouer poste 3 en profitant de sa capacité à étirer le terrain et à créer de l'attaque? Ou tu te fais jouer poste 4 pour essayer de le cacher en défense? Mais en attendant, son défenseur direct, il l'ouvre au rebond, quoi. Pour moi, typiquement, c'est le genre de joueur il a le jeu d'un grand poste 2 même, carrément, en fait. C'est-à-dire qu'il est tellement peu agressif. Pire en défense, quoi. C'est ça. Après, tu peux te dire, du coup, il peut prendre cher face à des joueurs plus rapides, mais en même temps, il te pénalise tellement sur la défense collective, protection du panier, rebond, etc., que pour moi, c'est limite un grand arrière ou un ailier, quoi. Plutôt que intérieur, tu te fais. Non, pour moi, c'est trop court, quoi. Mais du coup, je ne sais pas comment classer ça, si on fait la transition, parce que je ne sais pas comment équilibrer une attaque très très intéressante et une défense très très pénalisante. Comment est-ce qu'on pondère ça? Dans quelle zone est-ce que tu l'imaginerais du coup? Bah tu vois, là, je vois ton Harrison Barnes 149, je viens de dire qu'il était en dessous. Donc je continue de descendre, je vois Jaden McDaniels, il est en dessous. Parce que Jaden McDaniels, j'adore. Jeremy Grant. Il est en dessous de Jeremy Grant, pour le coup. Putain. J'aurais envie de le mettre dans le range. Il est embêtant. Dans le range des ailiers entre DeAndre Hunter, Keegan Murray. Ouais, j'étais un peu par là aussi. Je le mettrais quand même un peu au-dessus parce qu'il y a une vraie dose d'efficacité de création offensive aussi. Ouais, mais c'est ça. En fait, pour moi, il est entre... naturellement, je le fais en fonction de son poste. Hein. Pour moi, il est entre Jeremy Grant et DeAndre Hunter. Oui, on peut le mettre par là. Sachant que, ouais, ça fait loin quand même de certains autres, mais c'est peut-être les autres qu'il faudra bouger.
Tu vois, par rapport moi, un CJ McCollum ou un Tyler Hero, mais c'est peut-être eux qui sont trop, hein, McCollum et Hero. Faudra qu'on se repenche là-dessus, mais effectivement, Bogdanovic, s'il était seulement un défenseur moyen, il pourrait être quand même beaucoup plus Ah haut. ouais. Mais c'est pas le cas. S'il était un passeur moyen, Même un défenseur comme Kyle Anderson qui est pas hyper positif, et au moins il est pas autant négatif, quoi. oui, mais oui, effectivement, il faudrait une meilleure défense. Après, je pense que j'ai un meilleur avis défensif du coup que Kyle Anderson de toi, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Ok, ben mettons-le là. Alors mettons-le là à côté de d'Andre Hunter et de d'Angelo Russell, Quentin Grimes, etc. Keegan Murray qui est pas loin. Ça me va. Et donc petit quiz pour finir. Nous sommes le 7 janvier 2023. Et alors, pareil, hein, pour trouver une action marquante de Bogdanovic, j'en ai pas trouvé. C'est une faute flagrante, du coup, sur Bogdanovic. Voilà, j'ai trouvé que ça, comme action qui ressort un peu du lot. de la part des Sixers, est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain, moins de cette faute flagrante d'un joueur des Sixers sur Bogdanovic? Ah oui, parce que c'est même pas une faute flagrante de Bogdanovic. Non, non, non. C'est vrai, c'est la victime de l'histoire, quoi. Je vais dire Kylian Hayes. Oui, il est là. Yes. Je vais dire Ivy, du coup. Ivy n'est pas là, non. Si Ivy n'est pas... C'est à quel moment, pardon? Le 7 janvier. 7 janvier. Donc, c'est-à-dire que Sadiq Bey n'a pas bougé. Je vais dire Sadiq Bey. Non, il n'est pas là, Sadiq Bey. Donc, il me faut un poste, il me faut un petit avec eux, avec Kylian. Je vais dire, Alec Burks. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Après, t'as Bogdanovic qui joue 3. Je vais dire Bagley et Duren. Non, non, non. Nous avons quelqu'un qui était un ancien de Kentucky, qui est passé par OKC, qui a été échangé contre Zvi et Mikhailuk. Et c'est comme ça qu'il arrive à Détroit. Hamidou Diallo. Exactement, Hamidou Diallo. C'est lui qui est sur le terrain. Il me manque un grand. Et il te manque le pivot qui lui aussi est passé par les Knicks, qui lui aussi est passé par les Sixers à la base. Il se fait drafter par les Sixers. Tu veux me faire ton jeu de mots ou pas? Je l'ai, mais je vois bien un truc avec le père ou le père Fouettard ou un truc comme ça. Non, non, vas-y. Nerlens Noël? Exactement, Nerlens Noël, oui, tout à fait. tout à fait, tout à fait. Et côté Sixers alors? Je vais partir de Harden Maxey. Non, alors Maxey oui, mais pas Harden. Mais pas Harden. Ça doit être Melton, du coup? Non, Melton n'est pas sur le terrain. Bah, Milton, du coup? Et Milton est sur le terrain, oui, tout à fait. Ok, donc j'ai Milton Maxey, ça marche. Je vais avoir Embiid. Non, le backup. Paul Reed. Exactement. Harris. Non, c'est un peintre sur le terrain. C'est un peintre? Oui, un peintre. Pas genre, oh c'est un peintre, il sait rien faire, mais... Ah, Matisse Thybulle? Exactement, Matisse Thybulle. Ouais, c'est un peintre aussi, hein, remarque. Offensivement, quand même. Offensivement, c'est un peintre, ouais. Et Tucker? Et le dernier, c'est pas Tucker, mais c'est tout aussi cubique, on va dire. Cubique? Mais ça s'est shooté, par contre. C'est un cube qui shoot. Daniel House? Non, plus cubique. Je crois qu'il a signé à Cleveland, d'ailleurs, à la Free Agency. Ah, George Niang. Exactement, George Niang. C'est lui qui fait la faute flagrante. Bon, j'abuse un peu avec cette action, mais le quiz me paraissait assez marrant avec tous ces noms-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça plutôt qu'un panier ou qu'un drive. Avançons du coup vers notre dernier joueur du jour. Je pense qu'on l'avait tous les deux numéro 1 de la QV, potentiellement. C'est Luka Doncic. 36 minutes de jeu par match pour Luka Doncic. 66 matchs cette année. 105 de true shooting plus. 37% d'usage, donc énorme volume d'utilisation de responsabilité. Et tout simplement, énorme saison offensive, encore une fois, de la part de Doncic. Ouais, bah de toute façon, limite c'est le gars avec lequel on va avoir le moins à dire parce que c'est le moins intéressant. Le mec est trop fort. Il y a une stat que tu viens de donner qui je trouve qui est hyper intéressante, c'est que on critique tout le temps, ouais, Luka Doncic il est gros, Luka Doncic il est pas en forme, etc. Luka Doncic c'est tout le temps plus de 60 matchs à l'année. Là il en fait 66. Il est tout le temps sur le terrain. Là il en fait 66 pardon, en sachant que les 8 derniers Dallas les bazarde et qui va s'asseoir sur le banc finalement. Donc premier côté positif de Luka Doncic, on dit toujours que
la force principale d'un sportif, c'est d'être sur le terrain, c'est la disponibilité. Luka Doncic joue et c'est quand même très positif. La plus grosse force de Luka Doncic, c'est son scoring, j'ai envie de dire. Même avant d'aller sur le playmaking, 32,4 points par match, c'est absolument monstrueux. Au niveau des points par possession, il est à plus 7,7 quand il est sur le terrain. C'est le 96e centile. Donc là, on commence à toucher à l'élite de l'élite. Alors que, tu vois, c'est autant positif que négatif. Tu l'as dit, True Shooting Plus, il a 104, c'est ça? Moi, j'avais noté 104. 105, ouais. 105. Ouais, 105, pardon. Donc, il est pas surefficace, mais malgré un usage monstrueux, malgré le fait que tout le monde s'attende à ce que ça soit lui qui prenne tous les tirs, malgré le fait qu'on lui envoie des animaux défensifs sur la tête à chaque fois, qu'on le double, etc. Il a des points par possession absolument monstrueux. Il a une moyenne de points absolument folle. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il a que, à 2 points, il a que 13% de panier assisté. C'est-à-dire qu'en fait, il a besoin de personne. C'est absolument fou. Il a un free throw rate plus de 180. J'ai pas la stat. C'est pas le numéro 1 de la ligue, genre. Il y a peut-être Shea devant. Ouais, il y a Shea devant. Je crois qu'il doit y avoir Butler pas loin, mais on est dans le top 5, ouais, effectivement. Ah non, mais 180, c'est la seule menace de Dallas, quoi. Enfin, avant l'arrivée de Kerry. Je trouve ça complètement fou. Voilà pour le scoreur. Au niveau du playmaking, tout à l'heure je parlais de créateur de chaos. Je pense que c'est le créateur de chaos numéro 1 de la ligue. Ouais. C'est-à-dire qu'il est par définition indéfendable. Il a 37% d'usage. Bon voilà, le mec il a tout le temps la balle dans les mains. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il prend plus soin de la balle qu'avant. Il avait des chiffres de prendre soin de la balle qui étaient vraiment pas intéressants en début de carrière. J'ai plus les chiffres sous les yeux, mais il était dans le 8e ou le 10e centile au niveau des pertes de balles sur son année rookie. Là, au niveau des pourcentages de turnover, il est à 12%. Il a 12% de ses possessions qui se finissent en perte de balles. Il est dans le 93e centile. Pour un joueur qui porte la balle quasiment 4 actions sur 10, au niveau de l'usage, c'est une anomalie, quoi. C'est incroyable, je trouve. Ses turnovers, ouais, il passe de 4,5 à 3,6. Donc, le mec a de plus en plus la balle, le mec marque de plus en plus, fait de plus en plus de passes et il perd de moins en moins la balle. Donc il continue de progresser. Et que dire de sa polyvalence? C'est-à-dire que, en fait, on peut résumer sa polyvalence à son match contre New York. 60-21-10. T'as pas les mots, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui est intéressant, c'est que c'est un stat padder positif, c'est un stat padder qui gagne. C'est-à-dire que quand tu prends ses 20 meilleurs matchs au scoring, il y a que 5 défaites. Tu prends ses 20 meilleurs matchs aux passes décisives, il y a que 6 défaites. Donc le mec, plus il stat, plus il gagne. Donc monsieur Luka Doncic, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des limites en termes de style de jeu, parce que ce style héliocentrique très rigide peut avoir un plafond, mais c'est un plafond qui est tout de même assez haut, quoi. Donc c'est une limitation, mais tout de même assez haute, je trouve. Et effectivement, on est d'une part la meilleure saison d'efficacité de sa carrière. On est vraiment sur le driver le plus implacable de NBA, je trouve, et sans aucun doute, parce que LGA fait un peu plus de drive en termes de volume. Lillard est un peu plus légèrement plus efficace, mais on est au 10e près. Mais pour moi, c'est le plus inarrêtable, le plus implacable sur drive, c'est Luka Doncic, avec à la fois une notion de implacable pour les scorer, et en plus, si tu te concentres trop sur son drive, justement, il peut passer mieux que personne sur drive. Donc il y a ce côté-là qui est vraiment imposant et littéralement, peut-être pas littéralement inarrêtable, mais vraiment implacable pour de vrai. En termes d'efficacité sur un énorme volume de drive, d'ailleurs, il est 2e de NBA, donc je disais derrière Lillard, et ça se joue, il est à 1,379 points par tir, et Lillard est à 1,38,7. Donc voilà, ça se joue pas beaucoup, mais en gros, il est quasiment premier en termes de productivité globale sur drive, donc layup plus lancer franc, mais si on exclut un peu les lancers francs et qu'on regarde juste le pourcentage d'efficacité sur des tirs en fin de drive, il est à 62,7%. Le chiffre en lui-même, on s'en fiche, mais sachez que, par exemple, le 2e de NBA est à 59,3%. C'est Mitchell. Et donc, il y a le même écart entre le premier Doncic et le 2e qu'il y a entre le 2e et le 12e du classement parmi les gros drivers. Donc voilà, on est sur quelqu'un qui est dans une galaxie propre au niveau du drive et de. En fait, voilà, il est pas explosif, mais il est tellement grand, il a de la technique, il a du toucher de balle. Exactement, il est absolument monstrueux. Et puis, effectivement, le côté passing,
On est sur un des 2 meilleurs passeurs de NBA avec Jokic. Je pense que j'aurais peut-être encore Jokic légèrement devant, mais c'est des profils différents, on va dire. Peut-être Doncic est un peu plus en mouvement, un peu plus ce genre de choses sur drive, là où Jokic, c'est pas autant en mouvement sur drive, mais parce que c'est aussi un pivot. Mais par contre, comme tu dis, on a de vrais progrès au niveau des pertes de balles. Je sais pas trop à quoi c'est dû, ou c'est simplement juste lui qui est meilleur dans le jeu, mais en effet, moi j'ai même noté, il est à 10,9% de turnover percentage, alors qu'avant il était au plus de 13 ou 14 même ces premières années. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ce turnover percentage par rapport aux joueurs qui ont un gros volume d'utilisation, donc plus de 25% d'usage minimum, il est 19e sur 56. Alors qu'avant, il squattait la fin de classement. Et là, il est 19e sur 56. Et d'ailleurs, il a le même pourcentage de turnover que des joueurs comme Tatum ou Booker, qui prennent beaucoup moins de risques parce que beaucoup moins passeurs. Donc voilà, ça nous fait une saison fantastique. D'ailleurs, t'en as parlé aussi, mais à peine 15% de ses paniers sont assistés. C'est premier de NBA. Donc le mec est efficace sur en plus un côté je ne fais que créer mes tirs. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Peut-être la seule limite, c'est qu'il n'a pas encore de jeu sans ballon, mais c'est une limite qui, comme je disais tout à l'heure, enfin au tout début, c'est une limite qui est quand même très très haute, quoi. C'est un plafond, mais qui est quand même assez haut, quoi. Bah, tu vois, pour revenir sur ce que tu as dit là, où est-ce qu'on peut trouver l'explication de sa baisse de perte de balles finalement? Je trouve qu'il fait moins cette erreur qu'a des régions de une fois qu'il est dans le pic, il va sauter et regarder quelle passe il peut faire. Ça, Ouais. il le fait moins, je trouve, parce qu'en fait, beaucoup de ses pertes de balles auparavant arrivaient parce que il voyait une passe, il sautait pour la faire. Sauf que le jeu en NBA est tellement rapide que la passe était coupée dans la foulée, finalement. Et parce que les mecs sont beaucoup trop athlétiques et ils sont capables de rattraper leurs erreurs plus rapidement qu'en Euroleague. Et je trouve que c'est une erreur qui fait moins. C'est-à-dire qu'il garde plus ses pieds au sol. Et du coup, ça lui ouvre cette deuxième et cette troisième passe. Et on voit beaucoup de highlights où sa passe, elle traverse le terrain, etc. Ça, c'est des highlights qu'on voyait moins en première année parce qu'en fait, lui, il ne voyait que la première et la deuxième passe, sauf que maintenant, il a ralenti son jeu et il voit maintenant la troisième et la quatrième. Je trouve que c'est une explication que moi, je me suis faite. Je sais pas ce qu'elle vaut. Mais en fait, ce que tu as dit, moi, ce qui me pose problème en attaque, c'est ce côté hors système qui est parfois exacerbé. Et ce que j'espère que l'association avec Kyrie Irving peut lisser. Parce que je trouve il y a un côté hors système qui me dérange un peu. Ses chiffres d'efficacité, en fait, ils pourraient être tout simplement meilleurs s'il jouait plus dans un système léché à Dallas. Parce que là, aujourd'hui, ses chiffres d'efficacité, ils sont juste OK. Je prends par exemple ses tirs à 3 points seul dans le corner, il a 27% de réussite. Bah, c'est pas bon. C'est pas top. Tout à l'heure, on parlait de ses drives. Ses drives sont parfois forcés. Des fois, il y va que pour chercher la faute. Alors, très bien, il cherche la faute, il l'obtient. Moi, ce qui me pose souci, c'est qu'il met pas ses lancers francs. Il est à 74 au lancer franc. Et le problème, c'est que ça s'améliore pas forcément, ces fameux lancers francs. Moi, je pense qu'il a un surusage, en fait, aujourd'hui. Petit quiz, est-ce que tu sais est-ce que tu connais son centile sur ses 5 premières années en NBA? Oh, il doit être plus de 95 les 4 années, non? Il est à 100. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est lui, c'est le top. Il a le plus gros usage depuis qu'il est arrivé en NBA. Et en fait, je trouve que ses qualités pourraient être tellement exacerbées si jamais il faisait un peu rentrer de système. Évidemment que quand Luka Doncic est sur le terrain, ton système principal doit être je donne la balle à Luka Doncic. Mais si Kyrie Irving peut amener une alternance, une action sur 10, je dis pas non, honnêtement. Et après, le problème le plus gros, c'est sa défense. Ça, on va y arriver. Oui. Alors après, c'est vrai que je sais pas à quel point la défense, toi, tu la trouves négative ou pas. Moi, je trouve qu'effectivement, on n'est pas sur un défenseur d'élite, mais ne serait-ce que de par sa taille, il y a une certaine valeur aussi dans certains schémas, de par des rotations où il va pas être génial, mais je trouve qu'on n'est pas du tout catastrophique. Ah ouais? Moi, je le trouve catastrophique. Ah ouais, carrément? Ah, je le trouve catastrophique. Il a des chiffres d'efficacité défensive qui sont catastrophiques. Autant, donc tout à l'heure avec Chris Paul, on parlait des free throw rates de son adversaire. Il est à +2. C'est catastrophique. Il est dans le 28e centile. Au niveau des rebonds offensifs de son adversaire, il est à +0,8. Donc en fait, il fait pas de box out. Il est dans le 39e centile.
au niveau des turnover percentage plus de turnover percentage de ses adversaires directs, il est à moins 0,3%. Donc, c'est-à-dire, les gens ne perdent moins la balle quand ils sont face à lui. Il est dans le 42e, sont-ils. Au niveau des points par possession de son adversaire direct, il a plus 0,4. C'est énorme. Les joueurs marquent plus, quoi, devant lui. Il est dans le 48e centile. Je suis vraiment pas fan. Et en plus, je trouve que ces chiffres défensifs, tu pourrais les cacher. Et ok, il est pas bon. Mais tu pourrais les cacher si, un, il avait plus d'envie, ce que je ne vois pas. Si, deux, et là, je vais faire du basket du basket de comptoir. Si, un, il arrêtait de se perdre à parler avec les arbitres. Combien il y a d'actions sur le terrain où il est occupé à parler, à râler auprès des arbitres, et du coup, il se fait sanctionner par son défenseur direct. Je pense que vraiment, ces chiffres d'efficacité, ils pourraient être, je dis pas qu'ils seraient bons, mais je dirais naturellement qu'ils seraient au-dessus de la moyenne si jamais il était concentré, en fait. Et tu vois, là, on est on enregistre le 30 août, et tout à l'heure, je regardais le match Slovénie-Cap-Vert, parce que voilà, c'est important de regarder le Cap-Vert. Mais première action du match, il rate un tir à 3 points, il estime qu'il y a faute, il râle envers l'arbitre. Eddy Tavares prend le rebond def, il fait une passe touchdown pour le défenseur de Luka Doncic qui joue la carotte. Et en fait, des actions comme ça, il y en a tout le temps. Et pour moi, ça montre, c'est autant négatif que positif, parce que en fait, sa marge de progrès, elle est juste à être concentré. Mais oui, aujourd'hui, le défenseur Luka Doncic est pour moi catastrophique, quoi. Je suis quand même moins sévère parce que notamment, on est d'accord que c'est pas bon, mais tu vois, comparé à d'autres stars un peu superstars offensives qui auraient le même niveau d'implication mais en étant plus petits, pour moi c'est plus catastrophique plus t'es petit et avec ce niveau-là, quoi. Là, avec Doncic, ne serait-ce que de par sa taille, je trouve qu'il y a 2-3 trucs que tu peux arriver à faire. En tout cas, c'est moins cata, je trouve. Mais effectivement, sur le niveau en soi et sur l'implication, il y a largement à revoir. Mais bon, tu vois, si je pense notamment à un nom en particulier, c'est celui de Lillard. Pour moi, avec un même niveau d'implication et d'énergie, etc., mais Lillard en étant plus petit, pour moi, il y a plus de valeur qui fuit parce qu'il peut affecter moins d'actions que Doncic avec sa taille, quoi. Donc, Non, mais là, tu ne te réfères que à la taille. Si on garde le même exemple de Lillard, Lillard est beaucoup plus vif sur ses pieds. Lillard est un défenseur négatif, attention. Mais Lillard est beaucoup plus polyvalent. Il est capable de switcher sur des petits. Il a une vitesse de pied. Il est actif des mains. Je le trouve intéressant sur d'autres points, finalement. Et en fait, le seul côté positif de Doncic, c'est qu'il est grand et qu'il est capable d'intercepter des longues passes, parce qu'en plus, il a un QI basket qui est quand même assez élevé, donc il voit les passes même quand il est en défense. Et il fait des belles interceptions là-dessus. Et en fait, quand il est en défense, t'as envie de le mettre sur le poste 4 adverse, limite. Mais aujourd'hui, en fait, il n'est même pas capable de défendre les postes 4 modernes. C'est-à-dire que demain, il joue les Clippers, il peut pas défendre Paul George ni Kawhi, tu vois, par exemple. Je trouve que t'as une évaluation un peu plus positive que moi de Lillard. Mais effectivement, après, ce n'est qu'une question de taille. Mais pour moi, quand tu la pondères, ce seul critère de la taille a un impact assez important. Ah, mais je trouve qu'il l'utilise même pas bien, en fait. Là, tu vois, je continue à prendre l'exemple de la Coupe du Monde, mais il y a des images où, parce que c'est les exemples les plus récents que j'ai, il y a des images où il lève même pas les bras pour contester un tir, quoi. Je me dis, t'es long, tu fais 2,5, je sais pas, il a combien? Il a 2,20 d'envergure. Et il lève les bras. Et il y a un côté flemme et pas envie de défendre qui me dérange. Après, et je vais sans faire de surprise, il va être ultra haut parce que son hub offensif est tellement magnifique que ça cache ce problème défensif. Sauf que, en fait, ce qui me frustre, c'est que par une simple motivation et une simple concentration, en fait, c'est un défenseur qui peut ne pas être négatif, mais il le fait pas. Oui, mais ça c'est sûr, effectivement. D'ailleurs, tu parlais de classement. Où est-ce que tu l'imagines, toi? La place est toute trouvée pour moi. Il passera pas devant Jokic, parce que Jokic, je l'espère, restera numéro 1 jusqu'à la fin de ce classement. Mais il est numéro 2, tout simplement. Toi, tu l'aurais devant Embiid? Ah oui, naturellement. Ouais. Ouais, il y a une hésitation. Pour moi, j'hésite quand même, ouais. Alors que j'ai l'impression que c'est plus moi qui le massacre depuis 5 minutes. C'est-à-dire que
Je sais pas, mais alors pour moi, le point de repère, c'était plus Lillard. Et je pense Ah que je ouais. le mets devant Lillard assez facilement. Je m'apprêtais à argumenter comme ça. Mais en même temps, je voulais aussi faire passer Lillard devant Kevin Durant à l'épisode précédent. Et après, Embiid, je sais pas, mais il y a un côté, très efficace, efficacité historique sur un volume assez historique aussi. Et mine de rien, pas mal de défense aussi intérieure qui peut avoir sa valeur. Mais je, ça peut être un duel. Ouais. Pour toi, c'est assez évident? Ouais, pour moi, c'est quand même assez évident. Comme je disais, j'accorde beaucoup quand même d'importance au fait de porter la balle, à la création, au playmaking individuel. Luka Doncic, quand on prend les stats avancées, il est quand même au niveau des centiles, il est quand même tout en haut au niveau de l'offense. Peu importe la façon de porter la balle, il excelle dans beaucoup trop de domaines. Et il y a quelque chose qui, pour moi, est assez révélateur, c'est que on parle souvent de les playoffs qui sont un peu la révélation des vrais niveaux des mecs, etc. Alors évidemment, Luka Doncic n'y est pas allé cette année, mais Luka Doncic est un playoff performer de très très haute volée. Quand Joel Embiid a toujours eu un peu plus de mal, j'ai un peu du mal à évaluer l'état de santé de Joel Embiid, c'est-à-dire que chaque saison il a un peu des problèmes par-ci par-là, et Ouais. tout cela mis en compte. Donc la super puissance offensive, la création par lui-même, le hub offensif que représente Luka Doncic par rapport à Joel Embiid me fait placer Luka Doncic au-dessus. Et en plus, l'argument principal que je pourrais dire, c'est que en fait, là, on commence à taper sur une strate très 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 supérieure du basket mondial. Et Luka Doncic n'a, en fait, quand tu construis une équipe autour de Luka Doncic, c'est Luka Doncic et tu regardes après. C'est-à-dire que à peu près tout le monde peut fitter avec lui, il peut rendre tout le monde meilleur. Et en fait, Joel Embiid, t'es obligé d'adapter ton équipe pour qu'il soit efficace. C'est-à-dire qu'on a Ouais. réussi à amener James Harden parce que on voulait un gestionnaire et un playmaker de qualité qui était capable de le faire briller sur pick and roll, etc., etc. Je veux dire, Luka Doncic, son principal partenaire, c'est Mike Tobey en sélection et c'est Dwight Powell en NBA. Donc, même si j'ai le plus grand respect pour ces messieurs-là, ça montre quand même la différence de qualité entre ces deux individus. Donc, en fait, naturellement, je mettrais Luka Doncic assez largement devant, pour le coup. Oui, tu veux dire, il y a l'optimisation pour un joueur comme Embiid, elle est plus difficile. Il y a plus de compromis à faire si tu veux extraire de la bonne valeur. Là où en effet, il y a peut-être moins de requis peut-être pour Luka Doncic. Après, en même temps, d'un côté, si on juge le de facto, le 2023, bah oui, du coup, il l'a eu, cet environnement-là. Donc, je veux pas lui mettre. Mais je suis d'accord avec la critique. Hein, en effet, il y a plus de compromis dans la théorie. Mais du coup, sur le de facto, comme il a eu cet environnement et qu'il a pu y briller dedans, moi, je retiens ça aussi. Et en vérité, je te rejoins aussi, bien sûr, sur le côté création offensive, qui est peut-être la chose la plus importante au basket. On est beaucoup plus sur un créateur d'attaque au sens plus général avec Doncic qu'avec Embiid qui va plutôt un peu mettre les points de son côté plutôt que vraiment de porter l'attaque à travers du playmaking en créant des décalages encore et encore. Donc il y a ça, c'est vrai, mais en même temps, je donne aussi peut-être en deuxième qualité plus importante au basket, beaucoup moins d'importance à la protection du panier. Et donc, je sais pas si toi, c'est sur cette pondération où tu étais un peu plus bas que moi, ou alors tu dis c'est sur peut-être le niveau de performance d'Embiid en protection du panier et en défense qui a peut-être été moins bon que d'habitude. Alors oui, pour le coup, son niveau défensif a été moins bon qu'il y a 2 ans, mais je le sanctionne pas tellement là-dessus. Pour moi, la principale sanction, elle vient du fait que si on parle de meilleur joueur du monde, je ne veux pas me questionner sur comment est-ce que je peux le valoriser et le rendre meilleur. C'est pas la définition que j'ai du meilleur joueur du monde, alors que Luka Doncic est performant, peu importe ce qu'il arrive et peu importe avec qui il joue. Alors évidemment, je pense que quand on parle de meilleur joueur du monde, on a toujours tendance à un peu surévaluer les performances offensives par rapport aux performances défensives, à notre grand désarroi peut-être. Mais sur ces arguments-là, j'aurais, même si Joel Embiid surdomine Luka Doncic au niveau défensif, ça, il y a vraiment aucun débat. Mais pour moi, la production offensive est diamétralement opposée et très 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 largement du côté de Luka Doncic. Par son côté porteur de balle et par son côté performance et efficacité qui est, enfin, ce niveau d'efficacité pour autant d'usages, c'est complètement anormal. Je sais même pas si on a déjà vu ça dans le basket de tous les temps en fait. C'est-à-dire que le mec est capable de porter la balle plus de 40% du match et avoir des niveaux d'efficacité de mecs qui tirent 4 fois par match.
Donc ces arguments-là me font tanguer vraiment très naturellement en fait vers Luka Doncic. Alors pour le coup, je sais pas si j'aurais plus dit le rayonnement collectif moi pour Doncic, parce que sa propre efficacité elle est bonne, mais elle n'est pas individuellement génialissime non plus, quoi. C'est justement ça, hein, pour moi, ce qui est très intéressant avec Embiid, c'est que c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire pas autant de rayonnement collectif, mais par contre une efficacité qui à l'échelle individuelle est à ce point énormissime. Je crois que si j'ai les chiffres, voilà, donc là il a plus 5% d'efficacité par rapport à la moyenne, Doncic, plus 5, ce qui est comme tu dis admirable, hein, sur un tel volume, mais ce n'est que très bon. Là où Embiid, on est sur des zones historiques, hein, de plus 13% sur un volume aussi gros. C'est pas important. Effectivement, c'est pas un porteur de mal, effectivement, mais donc ça peut être retenu, mais j'avoue que moi le côté hyper efficace, tu vois, tu m'aurais dit une saison plus banale de Embiid en attaque, en efficacité notamment. J'aurais peut-être effectivement fait passer Doncic devant, mais il y a cette ultra efficacité offensive, et de l'autre côté la défense, il a été plus décevant que d'habitude, sans doute, on l'avait déjà bien détaillé, mais quand même il n'était pas à un niveau pour moi qui a été déficitaire, et comme la défense intérieure je la pondère assez pas mal, d'ailleurs on voit le classement de Jaren Jackson ou de joueurs comme ça très très haut dans le classement aujourd'hui, mais voilà, c'est un peu pour ça que je voulais un peu trancher comme ça, si ça te va. Hop, donc on le met là pour l'instant entre Embiid et Durant. Mais là, du coup, tu mets Embiid devant Doncic ? Oui. Ah, moi, j'aurais vraiment mis Doncic devant Embiid. Eh oui, je me doute. je me doute. Ok. Eh bien, petit quiz alors pour finir. Petit quiz si ça te va. Yes. Nous sommes le 27 mars 2023 et c'est une passe contre Indiana. Est-ce que tu te souviens de cette passe qui a fait le tour du monde ? Une passe où il est complètement coincé dans un corner et la balle traverse tout le terrain, ligne de fond. Peut-être ça te parle. Est-ce que donc tu es capable de me citer les joueurs sur le terrain au moment de cette passe ? Alors la passe me parle, mais après avoir tous les joueurs ça va être compliqué. C'est pas Tim Hardaway qui prend le tir ? Exactement, Tim Hardaway est sur le terrain, oui. Ok, donc je vais dire Luka Doncic et Tim Hardaway. Tu as la date, excuse-moi ? 27 mars 2023. Du coup, je vais dire Kyrie Irving. Non, il n'est pas sur le terrain. Ok. Alors, en poste 2-3, je vais dire Josh Green. Oui, Josh Green est sur le terrain, tout à fait. Ok. Est-ce que Maxi Kleber était revenu de blessure ? Non, c'est pas. Il était toujours blessé, mais on touche du bois pour celui qui était sur le terrain. Ah Christian Wood. Exactement. Et en 5 peut-être Dwight Powell. Non, c'était Wood, le poste 5. C'était Wood, le 5. Okay. Ouais, il reste plutôt un arrière, un jeune arrière, si je te dis Laurel et Hardy. Évidemment. Jaden Hardy, en effet. Hardy. Et côté Pacers ? Et côté Pacers, je vais dire, on est fin mars, donc je vais dire Tyrese Haliburton. Haliburton n'est pas sur le terrain. Le terrain. Andrew Nembhard, du coup. Exactement. Andrew Nembhard avec Buddy Hield et Mathurin. Mathurin, oui. Buddy Hield, non, il ne joue pas. Ok. Je vais dire Miles Turner à l'intérieur. Ce n'est pas Miles Turner, c'est son backup, qui est un jeune backup. Tank, donc c'est Isaiah Jackson. Non, c'est l'autre jeune backup qui, je crois, avait été un top 10 de draft de Phoenix. Jalen Smith. Exactement, Jalen Smith est sur le terrain, tout à fait. Ok. On avait vraiment sorti le triple tank, du coup. Alors, il n'y a pas Haliburton, mais du coup, il y a son backup. Il y a TJ McConnell. Exactement, TJ McConnell. Le joueur qui, s'il faisait 6-8, ce serait Luka Doncic. Malheureusement, il fait 5-10. Après, il s'est pas tiré. C'est vrai. C'est compliqué. Et en poste 4, j'hésite. J'hésite entre l'ancien des Bucks et l'ancien des Celtics et je vais partir sur Jordan Nwora. Non. C'est Aaron Nesmith. Ce n'est pas Aaron Nesmith non plus, mais c'est un néo-Celtics. C'est pas un ancien Celtics, c'est un néo-Celtics. Oshae Brissett. Exactement, Oshae Brissett est sur le terrain. Vraiment le tank. Ouais, et encore, je suis même pas sûr que ce soit du tank. C'était juste l'effectif normal des Pacers, au final. Ouais. À mon grand désarroi, en effet. Ouais, tout à fait. Et donc, pour résumer un peu les joueurs dont on a parlé aujourd'hui, donc Luka Doncic, gros débat, on attend les retours, mais pour l'instant, classé 3e de notre classement. Anthony Edwards autour de la 20e place entre Ingram et Jamal Murray. Chris Paul plus bas entre Karl Anthony Towns et Kyle Anderson autour de la 39e place, du coup. Bojan Bogdanovic entre D'Angelo Russell et Quentin Grimes vers la 52e
6e, 7e place à peu près. J'ai pas le classement exact avec les numéros, pardon. Et Caleb Martin vers la fin, autour de la 65e place. Voilà grosso modo. Mais en tout cas, merci beaucoup, Flo, d'être passé sur le Basket Lab. En plus, ça s'est pas vu grâce à la magie du montage. On a eu des petits problèmes, mais merci d'être venu 2 fois, Flo. J'ai pris de la barbe entre temps. J'ai eu 2 gamins. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, évidemment, comme à chaque fois. Et j'espère que, d'ailleurs, vous n'avez pas remarqué le petit rajout au montage. Donc, ou en tout cas, le petit décalage de son. Effectivement, on a eu 2-3 problèmes d'enregistrement sur la fin de l'épisode, mais ça ne s'est pas trop vu. Mais donc, une nouvelle fois, merci à Flo d'être rendu disponible une 2e fois pour finir l'épisode. Mais bref, ça vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse plutôt, c'est donc ce fameux débat Luka Doncic, Joel Embiid. J'avoue que, pour moi, ça me paraissait relativement évident. Enfin, évident. J'étais assez confiant là-dessus, et je le suis toujours encore, d'ailleurs. Mais je vois qu'un peu partout, puisque entre-temps, le DH20 a été publié, entre-temps, il y a des classements ESPN, il y a des classements sur Internet, etc. Je vois que apparemment c'est un avis un peu contraire au consensus collectif. Je ne sais pas, peut-être que les playoffs de Joel Embiid ont beaucoup marqué. Peut-être que Luka Doncic a aussi un côté faiblesse moins évidente. Je ne sais pas. Et encore, quoique. En plus, vous savez que moi, on peut pas me faire le procès de ne pas aimer Luka Doncic. Mais non, je suis assez étonné, ouais, effectivement, d'être du coup contre la majorité. Mais donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que si vous avez envie d'en discuter, et je sens qu'on va le faire, venez prendre part au débat sur le Discord, évidemment, ou alors en commentaire sur Twitter, d'ailleurs. On peut totalement discuter sur Twitter. Et puis, de toute façon, la série n'est pas finie. On fera peut-être des reclassements, donc si vous êtes assez convaincant dans vos arguments, on pourra reclasser ça au final. Mais bref, et donc, la prochaine fois, on devrait se retrouver pour un épisode des stats de la saison. Malheureusement, le dernier, on n'aura pas le temps de faire plus d'équipes que ça, mais celui-ci a été enregistré, donc il faut quand même le publier, tout de même. Et donc la prochaine fois, les stats de la saison des Houston Rockets. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Flo d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.